Non, mais c'est pas, oui, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas une vocation, je veux absolument être juge, juge des enfants, souvent on a un petit peu ça. Alors moi, donc je vais me présenter, donc je suis Madame de Mortière, vous le savez. Je suis donc magistrat honoraire, c'est-à-dire que pardon, je n'exerce plus depuis 2 ans et demi, mais je pourrais continuer de le faire. Et c'est vrai qu'à un moment, bon, j'ai été très très longtemps magistrate finalement, et j'ai trouvé qu'on m'a un peu poussé vers l'enseignement, alors très diversifié. Je suis actuellement intervenante, alors beaucoup à l'EDAC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'EDAC. L'EDAC, c'est les hautes écoles des avocats conseils dans le 78. C'est en fait l'école des avocats que vous intégrez en parallèle avec l'EFB, hein, que vous intégrez après avoir obtenu le CRFPA dans le but de préparer le CAPA. D'accord ? Je suis donc. Alors, ma carrière, moi, je ne suis pas du tout issue d'une famille de juristes, de magistrats, d'avocats, rien du tout. Et quand j'étais étudiante, il y a fort longtemps, au Moyen-Âge, eh bien, mon objectif était de finalement me dire je veux finalement tenter le plus difficile pour ne pas, après plus tard, me dire ah, bah, finalement, j'aurais peut-être dû essayer le plus fort possible, le plus haut possible. Donc j'ai tenté la magistrature, je l'ai eu, bon ben voilà, très bien. J'ai ensuite été fascinée par alors que j'étais donc déjà magistrat à l'École nationale de la magistrature, le pénal m'a beaucoup plu et en particulier la fonction de juge d'instruction. Alors, vous expliquez pourquoi. Je suis quelqu'un, la grande qualité, je pense, qu'on doit avoir quand on est juge d'instruction, c'est déjà d'être très curieux, d'aimer effectivement découvrir l'assassin ou retrouver le cadavre qui a été enterré dans une tombe, parce que si un jour vous tuez quelqu'un, c'est le meilleur endroit pour dissimuler un cadavre, c'est une tombe dans un cimetière. Bon, je ne vais pas vous donner d'idée, hein, mais on voit des choses extraordinaires quand on est magistrat. Donc j'ai été ensuite présidente de correctionnelle, donc c'est encore, vous voyez, c'est toujours dans le pénal. J'ai également été à la cour d'assises, à la cour criminelle. J'espère que toutes ces notions, vous les maîtrisez quand même un peu. Certaines me disent oui, je vois que c'est vrai. Et puis j'ai aussi, au cours de sa carrière, quand on est magistrat, je n'ai pas exercé, j'ai été dans des petites juridictions. Alors ça, c'est aux fonctions de la carrière, de l'avancement qu'on a. Et je me suis retrouvée donc à être aussi juge aux affaires familiales. Également juge des libertés et de la détention. Je fais exprès un petit peu de vous donner tout ça pour que vous compreniez que dans la magistrature, il n'y a pas une fonction unique et qu'on peut, au cours de la carrière de magistrat, exercer finalement plusieurs métiers très différents. Et ça, je trouve que c'est un plus, parce que de plus en plus dans notre société, ce qu'on constate, si vous voulez, je ne sais pas ce que font vos parents, mais avant, autrefois, les gens y rentraient dans une carrière, et c'était jusqu'au bout. Et maintenant, de plus en plus, je pense que, je ne sais pas s'il y a un mal-être au travail, peut-être que oui, il y a un mal-être au travail, mais un besoin de changement. Et donc, il est fréquent que les gens changent pour des raisons d'argent, pour du tas de raisons en fait. Hein. La magistrature offre cet avantage de pouvoir effectivement exercer plusieurs métiers. Ce que je voudrais vous dire d'abord, pour commencer, c'est que je côtoie donc pas mal de jeunes étudiants, enfin, à l'école des avocats, il y en a qui sont beaucoup plus âgés d'ailleurs, mais je trouve qu'il est extrêmement important de vous transmettre des idées positives et de vous dire que vos études de droit vous offrent un choix de profession très, très large et qu'il ne faut pas vous sous-estimer. Parce que j'ai beaucoup entendu de discours où il y a des profs carrément, enfin je ne parle pas du tout d'ici, hein, mais qui n'hésitent pas à dire aux étudiants vous êtes nuls. Alors moi je tombe des nuls parce que personne n'est nul. En réalité, tout le monde a en soi des qualités que quand on est jeune, ce n'était pas facile, hein, je pense, de trouver exactement quelle est sa voie. Et que moi j'aime bien parce que certains de mes étudiants m'ont dit, vous savez, quand vous êtes arrivé à la fac, au premier TD, j'ai parlé de ma fonction de juge d'instruction et on a eu envie de devenir juge d'instruction. Donc ça m'a fait super plaisir. Mais c'est vrai qu'il faut faire passer des messages positifs et ne pas... vous êtes jeune et ne pas avoir des idées... finalement, la société ne nous offre rien, c'est nul, enfin tout ce qu'on entend quand on écoute les infos. Bon, là, en ce moment, on massacre les juges. Je pense que vous avez entendu un petit peu parler d'une décision du tribunal correctionnel de Paris qui date d'une semaine. Non, alors, il y a une chose que je pourrais quand même vous recommander vivement, c'est de vous intéresser le plus possible à l'actualité, en particulier l'actualité judiciaire. Qui est-ce qui s'intéresse ? Quand même, hein, oui, je vois qu'il y a des gens plus ou moins intéressés. C'est très important parce que c'est vrai qu'il y a eu des dossiers dont on a beaucoup parlé.
pour être un peu moins dans l'affaire le plus récente, mais par exemple le dossier Palmade, c'est un dossier, vous avez entendu parler de cette affaire Palmade qui date maintenant de 2 ans en arrière, mais qui a qui a posé beaucoup de questions. Et quand on suit cette affaire, même là actuellement, il a demandé à être remis en liberté sous bracelet électronique. La décision a été positive du juge de l'application des peines, mais il y a eu un appel du parquet, donc il est toujours derrière les barreaux à la prison de Gradignan, à côté de Bordeaux. Alors, d'abord, ce que je vous demande, c'est que n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions si vous le souhaitez. Je suis là pour vous répondre à des interrogations. Quand on dit magistrat, donc ça suppose, alors attendez, pas que, passer par l'école de la magistrature, avoir 4 années de droit, voilà, c'est des réponses précises à certaines questions. Et donc se retrouver à l'École nationale de la magistrature. Je vais confisquer le portable définitivement ou le mettre à la poubelle, je ne sais pas, j'hésite. Oui, parce que c'est important, si vous voulez. Ici, je pense qu'il faut que vous appreniez, que vous soyez motivé. Voilà. En sortant d'ici, il faudrait que vous ayez un peu des idées plus positives et que vous soyez motivé pour choisir une carrière, que ce ne soit pas forcément magistrat. Donc le magistrat, contrairement, je suis obligée de faire parce que tout à l'heure, il y a eu un petit mélange entre avocat et magistrat. Qui est-ce qui connaît la différence entre magistrat et avocat? Je vous en prie, j'ai oublié votre prénom, mais rappelez-le-moi. Lina. Lina. Alors, il me semble que magistrat, c'est très large, parce qu'il y a le magistrat du siège et le magistrat du parquet. Non, c'est tout à fait vrai, mais par rapport aux avocats, J'y viens. Ah, voilà. Donc, il me semble que c'est une fonction très large. Entrez, bienvenue. Avec, comme vous l'avez dit précédemment, des rôles totalement différents. Tandis qu'un avocat, c'est un métier défini, quand bien même il y a plusieurs matières. Non, c'est pas ça la grande différence. Parce que être avocat, vous pouvez dans une petite ville, vous occuper des divorces, vous occuper du pénal, vous occuper d'un problème de succession, vous voyez. Alors que le magistrat, il sera plus spécialisé. Donc la grande différence, c'est que le magistrat, alors n'est pas fonctionnaire, mais il est quand même assimilé aux fonctionnaires, alors que l'avocat, c'est une profession libérale. D'accord? C'est ça la grande différence. Et si vous voulez, l'avantage quand vous êtes magistrat, c'est que vous êtes salarié, alors que lorsque vous êtes avocat, il faut que vous arriviez à être payé par vos clients. Vous connaissiez cette différence ou pas? Donc c'est important quand même que vous le sachiez. Et il y a donc plus une fragilité, je dirais, sur un plan économique en étant avocat. C'est être plus compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'avocats qui, au fil des années, intègrent justement la magistrature. D'accord? Alors, être magistrat, comme vous l'avez très justement dit, effectivement, vous avez deux grandes branches. Il y a la magistrature donc, du parquet, les parquetiers dans une juridiction, et les magistrats du siège. Alors, je ne vais pas faire un cours de droit, ça n'a pas d'intérêt pour vous, vous l'avez eu, le cours de procédure pénale, et vous connaissez donc la différence entre les magistrats du parquet, qui en fait, on va dire, représentent la société, les intérêts de la société, pour être très général, et les magistrats du siège, qui, eux, jugent véritablement. Ce sont les juges, si vous voulez être plus simple. Alors, il y a des gens, moi j'ai rencontré dans ma carrière, des gens qui avaient vraiment des vocations pour devenir magistrat du parquet, procureur de la République, c'était un truc qui fascine. Moi, ça ne m'a jamais fasciné. Mais chacun, dans la vie, doit trouver, vous voyez, son chemin et s'épanouir. Parce qu'un métier, l'air de rien, on y passe beaucoup de temps. N'est-ce pas? Donc, je pense qu'il est très important que vous sachiez aussi, c'est un peu le message aussi que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est qu'on peut être très heureux en travaillant. Moi, je suis désespérée quand j'entends des jeunes de toute tranche, enfin n'importe quel métier, et qui vous disent, qui comptent quasiment les années, alors qu'ils n'ont même pas 30 ans, avant la retraite. Mais au secours, au secours. D'abord, plus ça ira, je pense, il ne faut pas se faire d'illusions, et plus l'âge sera loin. Ça, c'est la contrepartie des progrès de la médecine. Il y en a qui n'ont pas la ravie. Et puis, plus ça ira loin, et puis plus ça sera difficile, justement, d'avoir une retraite qui est à un niveau correct. Donc, en tout cas, l'essentiel de sa vie, vous la passez au travail. Et donc, c'est important d'être heureux. Enfin, je ne sais pas, moi, je veux faire passer ce message qu'on peut vraiment s'éclater en travaillant. Parce qu'il y a vraiment un message contraire, c'est en gros, on va à l'abattoir quand on travaille, toutes les manifs pour reporter l'âge de la retraite. Bon, je veux bien, il y a des métiers pénibles, d'accord, mais on n'entend jamais le discours positif de dire, mais c'était merveilleux d'être conducteur de TGV, par exemple. Ils sont tout le temps en grève, enfin, la SNCF, mais je pense que j'ai rencontré, pendant ma carrière, des mécaniciens SNCF, des conducteurs de TGV qui sont
hyper heureux de faire ce qu'il faut. Et je crois que c'est une donnée qu'il faut que fondamentalement, tous ici présents, vous intégriez. De pouvoir vous dire, en tout cas moi c'est le message que je vous transmets dans ma carrière de magistrat, bon, moi j'ai vécu des trucs extraordinaires, extraordinaires. Donc, la magistrature, comme vous l'avez dit, donc c'est vrai, c'est très diversifié. Hein, quand on sort de l'école de la magistrature, alors en quelques mots, peut-être sur la scolarité, école de la magistrature, non? Oui. Vous avez le concours, ou vous ne l'avez pas. Alors le concours, oui, grosse différence aussi quand on devient avocat ou magistrat. Être magistrat, ça suppose qu'on passe un concours. Et donc le nombre de places est limité. Alors que, effectivement, être avocat, c'est beaucoup plus largement ouvert. Hein, il n'y a pas un nombre de places limité. Résultat des cours, c'est ce que vous savez, parce que j'aime bien dire des trucs comme ça dont on se souvient après. Combien y a-t-il d'avocats à Paris? Personne ne sait? Oui? Entre 6 et 7 000. Beaucoup, beaucoup plus. 38 000 avocats à Paris. C'est pas un après, hein. 38 000 avocats à Paris. Combien y a-t-il de magistrats, en France? Combien y a-t-il de magistrats en France? Personne ne sait? Aucun chiffre? Combien? 1000. Oh bah là, quand même, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais là, 1000... 300? Oh bah non, bah alors là, je veux bien que les médias renvoient une image de la journée. Mince, j'ai fait tomber un truc de ma poche, c'est grave? C'est l'un des micros? Non, 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 c'est la boîte, le boîtier. Je vérifie. Oui, je vous en prie, faites une... Oh, oh, oh. Non, a priori, ça devrait aller, je vais aller écouter. Aïe, 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 aïe. Mais je suis obligée de mettre dans la poche? C'est obligé, oui. Ce où vous voulez, mais c'est Mieux, oui. bon. Mieux, en tout cas, c'est mieux pour vous surtout. Ça peut tomber surtout. Oui, donc, ce que j'expliquais, donc, l'école de la magistrature, vous l'avez avec un concours, alors être avocat. Et combien de magistrats en France? Eh bien, à peu près 9 000. Et donc, ces chiffres, si je vous les donne, c'est très peu. Hein, et vous savez très bien, j'espère que vous entendez un petit peu les actualités où on ne cesse de parler des graves problèmes, justement, dans la justice et qui viennent, justement, du fait qu'il y a vraiment un problème de sous-effectif. Hein, il n'y a pas assez de magistrats pour juger le nombre d'affaires. La délinquance, alors bon, la délinquance a toujours existé, hein, c'est pas nouveau, mais quand même, elle est en augmentation certaine. Hein, c'est pas, moi, je suis pas un représentant d'un parti politique. Et puis les affaires sont de plus en plus compliquées. Hein, il y a eu beaucoup d'affaires, ne serait-ce qu'avec l'informatisation, vous voyez, il y a beaucoup de techniques qui se sont développées pour arriver. Regardez, tout le monde reçoit des messages qui sont des pièges, etc. On se fait arnaquer. Enfin, moi, je réponds à rien du tout, mais on peut se faire. Enfin, de plus en plus, il y a des techniques qui sont mises au point. Voilà. Donc, vous passez l'école de la magistrature, vous êtes à Bordeaux, mais au sein, pour être assez rapide, mais vous n'êtes plus à la fac. Hein, c'est très important de noter dans ces écoles, que ce soit quand on veut être avocat à l'EDAC ou le FB, on n'est plus à la fac, mais il y a encore de la théorie, on va encore vous faire des cours. On n'est pas encore en juridiction quand on est à l'école de la magistrature, mais vous avez des stages pratiques. Les stages pratiques, exemple, un truc qui est vraiment super, enfin moi que j'ai trouvé super intéressant, c'est le stage en prison. Parce que qui parmi vous a déjà été incarcéré? Je pense personne. Qui parmi vous, je pense pas non plus, mais ça pourrait arriver, que vous ayez eu quelqu'un de votre famille qui soit en prison et que vous soyez allé le voir au parloir. Mais enfin, le parloir, c'est pas la prison non plus, hein, c'est quand même un domaine, vous voyez. Donc vous faites des stages chez des avocats. Vous faites des stages, vous voyez, dans des milieux professionnels, finalement, dans des endroits, des stages avec la police, des stages en gendarmerie, etc. Ces gens-là, vous allez travailler avec eux après. Si vous êtes au pénal, vous allez travailler avec les policiers, avec les gendarmes. Alors, c'est vrai que ensuite, vous avez aussi le stage, donc, qui fait partie de la formation en juridiction. C'est-à-dire que là, vous allez passer par toutes les fonctions qui existent dans un tribunal. Alors, qui est-ce qui pourrait m'en donner quelques-unes de ces fonctions? On ne parle pas du parquet. Le parquet, donc, on a compris, il y a un procureur et des substituts, d'accord? Est-ce que vous connaissez quels sont les juges? Alors, on va demander à la voisine de Lina. Vous avez demandé quelles pouvaient être les personnes présentes au tribunal? Non, quelles sont les fonctions exercées au sein d'un tribunal? Quels sont les juges qu'on va trouver dans un tribunal? Vous rentrez dans un tribunal demain, tribunal judiciaire. Qui est-ce qui est déjà rentré dans un tribunal ici? Il y en a 2, c'est pas beaucoup. 3, c'est bien. 4, c'est bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des panneaux d'affichage dans le tribunal. Et quels sont les juges que vous allez trouver? Ça dépend de la formation,
Non, on parle pas de... Non, quelles sont les... Non, vous rentrez, quelles sont les fonctions différentes exercées. Pas forcément que des juges. Que les juges, là, on parle des juges. On est au tribunal, il y a des juges. On ne parle pas du parquet, où il y a procureur et substitut. On parle du tribunal et des juges. Quels sont les juges qu'on peut rencontrer? Bon, alors, je vous ai... Oui. Il y a des juges professionnels Non, il n'y a que des juges professionnels dans le tribunal judiciaire. Vous voulez parler du tribunal de commerce ou des choses comme ça? Non, tribunal judiciaire, oui. Les juges aux affaires familiales. Très bien, ben voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous n'êtes pas marié, je suppose. Il y en a qui sont mariés, non. Vous voulez divorcer, vous êtes marié. Bon, alors si vous voulez divorcer, vous savez qu'on ne passe plus obligatoirement par un juge, mais que le notaire peut suffire quand on est d'accord sur tout. Vous ne saviez pas? Bon, ben vous le savez. Donc, le juge aux affaires familiales, par exemple, effectivement, vous avez les juges qui vont être... Alors, le juge d'instruction, bien évidemment. Hein, donc, le juge aux affaires familiales, il a un travail... J'en dis quelques mots, parce que ça fait partie, justement, de ce qui peut peut-être vous intéresser. Il va s'occuper non seulement du divorce, alors, sauf le cas où on est d'accord sur tout, hein, mais il y a le gros problème qui se pose pour les gens, même s'ils ne sont pas mariés. Quel est le gros problème qui se pose quand les gens se séparent? Quel est le gros problème? Les enfants. Oh, les biens, oui, les biens, certes, mais d'abord les enfants quand même. Les biens, c'est tranché si vous voulez, puis tous les gens n'ont pas des biens, hein, mais c'est surtout le problème des enfants. Parce que quand vous divorcez et que vos enfants sont en âge, sont petits, hein, on se sépare du conjoint, mais toute sa vie. Alors, toute sa vie, j'exagère un peu, si vous voulez, mais en tout cas, pendant les études, on va dire, c'est la durée des études qui est importante, vous restez lié à votre ex-conjoint. Alors, vous avez des parents divorcés? Non, vous avez levé les yeux au ciel? Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors, divorcé ou pas divorcé, le juge aux affaires familiales va être régulièrement sollicité pour se prononcer sur le montant de la pension alimentaire à verser pour les enfants, sur les problèmes de résidence de l'enfant. Hein, les parents sont séparés. Il faut que l'enfant habite chez l'un ou chez l'autre. D'accord? Donc, si les gens sont d'accord, c'est très bien, mais la plupart du temps, non, ils ne le sont pas. Donc, ça sera soit chez le père, soit chez la mère, avec, évidemment, pour l'autre parent, un droit de visite et d'hébergement, qui va être fixé par le juge. Ça sera un week-end sur 2, ça sera... Alors, il y a également, vous le savez peut-être, la résidence alternée. Quelles sont les conditions pour une résidence alternée? L'accord des parents. Ah oui, il faut déjà il faut qu'il y ait un accord, si vous voulez, il vaut mieux qu'ils ne s'étripent pas à chaque fois, mais le point le plus important, il faut qu'ils habitent dans la même, à proximité, parce que sinon, c'est pas possible. Si vous avez une semaine sur 2, l'enfant va chez un... obligatoirement, ils doivent habiter la même ville. Oui, non, mais ça paraît peut-être, c'est un détail, mais qui est très important. Et puis, effectivement, vous avez raison, il vaut mieux que les parents ne soient pas en train de se crêper le chignon à chaque fois que le père, la mère, échangent l'enfant. Ce que je tiens à dire d'ailleurs sur le problème du divorce ou de la séparation des parents, c'est qu'on a un peu tendance à présenter ouais, c'est génial, les familles recomposées, c'est génial. Je ne suis pas sûre que les enfants, quand ils sont obligés de prendre leur paquetage un week-end sur 2, de changer de maison, de changer... Enfin, je ne sais pas, mais ce n'est pas toujours évident. Surtout quand ils arrivent chez le père qui dit du mal de la mère, qui sont avec la mère qui dit du mal du père. Tout ça, c'est des choses dont on ne parle pas suffisamment et qui ne sont pas évidentes du tout. Alors, ça c'est l'aspect juge aux affaires familiales. Il y a également d'autres litiges qui existent. Vous avez fait du droit civil. Alors, donnez-moi un exemple de litige civil. Madame, là-bas, avec le petit chignon. Non, là-bas, c'est un monsieur au fond. C'est pas le monsieur à qui je m'adresse. Vous savez pas du tout un juge civil? Vous n'avez pas fait de droit du tout? Mais pas le droit civil. Si, vous avez dû en faire du droit civil tous. C'est obligatoire. Bon, alors si par exemple vous êtes propriétaire d'un appartement, vous avez un locataire qui ne paye pas son loyer, vous allez aller devant le juge, par exemple. Hein. Après, c'est plus compliqué, il y a des problèmes de succession quand les gens ne sont pas d'accord sur un testament, vous voyez, sur des problèmes de droit de la construction, des malfaçons, enfin bon voilà. Donc c'est vous voyez, je vous donne ça un petit peu en vrac, mais il y a énormément de matières dans lesquelles vous pouvez justement vous épanouir, être heureux. Hein, il y a des gens, moi j'ai fait du droit de la construction, alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est rare que, même quand on fait appel à un plombier, ça ne se passe pas toujours bien, mais si on fait construire une maison, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas bien du tout
qu'il y ait des retards, qu'il y ait des malfaçons. Vous comprenez ce que ça veut dire malfaçon? Eh bien, vous êtes à peine installé, il y a des fuites partout, ou les murs s'effondrent, ou le toit s'envole, j'en sais rien. Mais il faut donc à ce moment-là assigner, bien sûr, les constructeurs, hein, pour être plus général. Et évidemment, dans ce tribunal, il y a une partie aussi réservée aux mineurs. Donc c'est la juridiction des enfants, le juge des enfants. Vous en avez entendu parler ou pas? Alors, quelle est la double fonction du juge des enfants? Il y a deux choses. Alors, la dame derrière, que je ne connais pas, mais quel âge avez-vous? Parce que j'ai fait un petit tour de table tout à l'heure, vous n'étiez pas arrivé. Ah, je m'appelle Joyce. Joyce, c'est votre âge? C'est votre âge, Joyce? Là, j'ai 19 ans. Ah voilà, ah bah c'est la plus jeune. Alors, Joyce, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le juge des enfants? Qu'est-ce que vous en savez? C'est qu'il est, il est aussi le juge d'instruction. Oui, mais les deux grandes compétences du juge des enfants. Il mène les instructions. Non. Non. Non, les deux grandes... Alors, attendez, réfléchissez. Vous, qu'est-ce que vous vouliez dire? Peut-être sanctionner et rééduquer l'enfant. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est la notion de protection plutôt. Quand il est dans un milieu familial, vous savez, les placements des enfants, si l'enfant est victime de sévices, bah oui, où il est avec des parents, sa mère est morte et le père est alcoolique, excusez-moi, malheureusement, c'est ce qu'on vit. Et donc, il y a une question de protection de l'enfant, si vous voulez. Et donc, effectivement, on va le placer éventuellement dans une famille d'accueil, enfin, etc. Puis, il y a aussi la partie pénale, si vous voulez, hein, parce que, vous le savez sans doute, on en parle beaucoup aussi, hein, les mineurs sont quand même un peu délinquants de temps en temps. Donc, vous voyez, j'espère que vous entendez ce que je vous dis, combien c'est varié. Il y a la partie donc pénale pure, évidemment, le juge d'instruction. Si vous êtes dans un tribunal judiciaire, vous verrez dans le hall, vous aurez des flèches, juge aux affaires familiales, chambre correctionnelle, donc ça sera un juge aussi du tribunal judiciaire. Alors tout à l'heure vous parliez d'assesseur, je rebondis sur ce que vous dites. Hein, en principe, le tribunal correctionnel siège en collégialité. Vous comprenez le mot collégialité? Non? Oui ou non? D'accord. Donc un président et deux assesseurs. Et quel est l'opposé de collégialité? Voilà. Bon, c'est pour voir un petit peu. Voilà. Donc, vous rentrez au tribunal, vous allez voir chambre correctionnelle. Suivant la taille du tribunal, il y aura plusieurs chambres correctionnelles. Vous avez donc le juge d'instruction. Donc, ça, c'est le juge qui va obligatoirement avoir un dossier en matière criminelle. Et les délits uniquement quand c'est compliqué. D'accord? Pourquoi? Alors en matière criminelle, vous savez sans doute, une fois que le dossier est terminé par le juge qui a fait son enquête, où est-ce que, alors soit il n'y a pas de charge suffisante contre celui qui était suspecté au départ, mais s'il y a des charges suffisantes, où le mis en examen va-t-il se retrouver? Devant quelle juridiction le juge d'instruction peut renvoyer l'affaire? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? J'allais dire celui qui décide de la détention. Non, ce n'est pas le juge d'instruction. Ce n'est plus le juge d'instruction depuis l'an 2000. Qui? Juge des libertés. Très bien, juge des libertés et de la détention depuis l'an 2000. Avant, il est vrai que le juge d'instruction avait le pouvoir d'incarcérer, de décerner mandat de dépôt. Et depuis 2000, donc c'est quand même pas récent, c'est désormais le juge des libertés et de la détention qui est saisi, j'emploie volontairement des termes qui sont techniques, mais qui sont les bons termes. Le juge de l'instruction saisit le juge des libertés et de la détention et c'est le juge des libertés et de la détention qui va décider, signer le mandat de dépôt. Vous avez déjà entendu signer le mandat de dépôt? Oui, il y en a qui... C'est pour ça que c'est un peu divers. Je demandais ce que vous saviez. Vous avez l'air d'être assez branché là-dessus. Mais... Donc le mandat de dépôt est signé par le juge des libertés et de la détention, qui est aussi dans le tribunal et qui donc exerce des fonctions... Voilà, il est spécialisé en matière de détention. Il a également... il est spécialisé effectivement en matière de détention et également aussi sur les problèmes d'écoute téléphonique. C'est lui qui doit effectivement contrôler. Vous savez que les écoutes téléphoniques sont très limitées dans le temps. Et donc, il faut qu'il y ait un juge qui contrôle tout ça. Voilà, c'est un problème de protection des libertés et droits fondamentaux. Alors, le juge d'instruction, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Est-ce que vous connaissez les actes qu'il va pouvoir accomplir? Finalement, moi, dans ma carrière, j'ai eu un dossier un jour où je n'étais pas contente du tout,
puisqu'on avait trouvé dans le bois de Boulogne un cadavre nu, mais nu, pas un bijou, rien, d'accord? Donc, le dossier que j'ai récupéré, c'était, alors il y avait une autopsie, hein, et on a donc pu déterminer que c'était un meurtre, la personne qu'on avait retrouvée dans le bois de Boulogne avait été tuée par arme, mais mon dossier, c'était un dossier qui a été ouvert victime X, non identifié, et l'auteur X, non identifié. Alors, franchement, je me suis dit, on est mal parti parce qu'on ne connaît même pas l'identité de la victime. Et en fait, la brigade criminelle avait réussi à identifier le corps, à partir des empreintes dentaires. Et ensuite, on a pu remonter sur, c'était son amant en réalité, qu'il avait tué et laissé dans le bois de Boulogne. Mais vous voyez, non, je donne cet exemple volontairement qui est assez violent quelque part, et qui montre que là, on part vraiment de zéro, hein, de rien du tout. Alors, est-ce que vous pouvez me citer des actes d'investigation, d'enquête, donc que va pouvoir mener le juge d'instruction pour trouver la vérité, c'est-à-dire trouver qui est l'auteur d'un meurtre, ou par exemple dans une affaire, on va parler d'affaires de viol parce qu'il y en a beaucoup, vous avez une femme qui va déposer plainte pour viol contre quelqu'un de précis, au hasard, Gérard Depardieu, je ne sais pas si vous suivez, qui va porter plainte, sauf que, est-ce que le juge d'instruction, est-ce que la seule parole de la victime vous paraît suffisante? Il faut investiguer, enfin, il faut donner des pistes aux... Non, mais attendez, alors là, des pistes, vous allez déposer plainte pour viol, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que, bah oui, la parole de la femme est sacrée, et que finalement, bah voilà, c'est bon, on peut juger, condamner la personne. Alors si la personne avoue, bien sûr, l'aveu, est-ce que pour vous l'aveu c'est une preuve parfaite? Non. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des aveux circonstanciés dans certaines affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Un aveu circonstancié, c'est quand on avoue quelque chose et le déroulement, par exemple, de l'acte punissable correspond parfaitement en réalité à la version des enquêteurs, mais qui n'est pas, c'est pas la personne en lui-même. Oui, mais quel est l'intérêt? La personne avoue. Moi, je viens, je vous tue, et je vais ensuite voir la directrice et j'avoue vous avoir tué. Parce que c'est la pression. Par exemple, dans l'affaire Mais... Patrick Guy. Ah, très bien, très bien, vous connaissez cette affaire. Oui, non, mais attendez. Non, mais, oui, très bien, vous connaissez bien, vous connaissez cette affaire parce qu'elle est quand même pas toute récente et c'est un très très bon exemple de problème judiciaire où, voilà. Non, mais attendez, je dis, on parle d'aveu. Je vais avouer à la police, je vais vous donner alors là encore un de mes dossiers, quand j'étais jeune juge d'instruction, j'étais à Metz, en Moselle, donc, et un de mes premiers dossiers, c'était vraiment un gros dossier. Une religieuse avait été tuée à coups de couteau et laissée dans un champ. 19 coups de couteau, je m'en souviens très bien, parce que finalement, l'assassin avait 19 ans. Donc, tout ça, voilà, bon. Sauf qu'on n'avait pas trouvé l'auteur des faits tout de suite, et que les policiers, donc, avaient mis une espèce d'appel à témoins. Les appels à témoins sont toujours dangereux. Et vous n'allez pas me croire, mais certes, il y a eu des hommes qui se sont présentés dans les services de police et qui ont dit « c'est moi qui ai tué la religieuse ». Alors, ça doit vous surprendre. À votre avis, pourquoi? C'est simplement parce que vous avez des gens qui, dans cette société, il leur arrive rien, il ne se passe rien dans leur vie, et d'un seul coup, ils ont l'impression que parce que on a mis des affiches, qu'on recherche un assassin, que voilà, ils vont devenir une espèce de star, si vous voulez. Et donc, très vite, les policiers, évidemment, font tomber le truc parce qu'on va vérifier qu'en fait, à l'heure du meurtre, ils travaillaient, que des gens l'ont vu ailleurs, enfin, etc. Vous voyez le problème des aveux. Vous avez aussi des aveux, par exemple, imaginez, ça c'est des affaires malheureusement qui peuvent exister pas trop fréquemment, mais quand même assez souvent, des violences conjugales dont on parle beaucoup aussi. Et vous avez donc, par exemple, un père qui constamment rentre le soir, tape sa femme devant ses enfants, ne tape pas les enfants, pas forcément, enfin, il peut taper sur tout le monde, mais pas forcément sur tout le monde, tape sur sa femme. Et puis, il y a une des filles qui a 14-15 ans et qui ne supporte plus de voir sa mère sur qui on tape, et qui finalement va chercher, je ne sais pas moi, un objet, un couteau, et plante le couteau dans le cœur de son père. Sauf que la mère va être dans une situation horrible et va se dénoncer à la place de sa fille. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui
peut être courant, vous voyez, la protection de l'autre. Donc ce que je veux vous faire comprendre à partir de ces aveux, c'est qu'il ne faut pas croire, ah il a avoué, c'est bon. Alors effectivement, je rebondis sur cette affaire Diels, vous la connaissez les autres, l'affaire Diels? Comment? Alors c'est une affaire qui date de 1985, quelque chose comme ça, ou 84, hein, c'est ça. Donc c'était à côté de Metz, et 2 enfants ont été assassinés. Je ne sais plus quel âge ils avaient exactement, 8 ans, quelque chose comme ça, hein, de ces âges-là, voilà. Assassinés, ils sont retrouvés morts. Et en fait, Patrick Diels, qui était à l'époque un gamin de 15 ans, a été assez vite suspecté. Alors je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs, toujours est-il qu'il s'est retrouvé en garde à vue. Vous savez pourquoi il avait été suspecté d'ailleurs? Il était à proximité, en fait, il était un collectionneur de timbres, et il y avait une benne à ordures à proximité d'un quai de... Oui, mais qu'il avait été suspecté. Ah oui, il traînait, c'était sur le talus justement à proximité de la SNCF, d'accord. Et non, mais alors ce qui s'est passé, ce à quoi vous faisiez allusion, c'est que c'est la pression de la police, sauf qu'à l'époque, il n'y a plus, désormais, il y a une obligation de la présence d'un avocat dans les locaux de la police. Hein. Mais à l'époque, effectivement, eh bien, à force de lui répéter c'est toi qui as tué, c'est toi qui as tué. Si vous voulez, ça c'est une expérience, ça peut vous paraître aussi bizarre que vous disiez que vous reconnaissiez un meurtre que vous n'avez pas commis. Il a 15 ans, il y a des policiers qui se relaient autour de lui et qui lui disent mais non, mais si c'est toi qui as tué, c'est toi qui as tué. Enfin, vous voyez, qui lui répètent et il y a un moment, sous l'effet de la fatigue, de la pression, vous voyez, et il peut effectivement avouer. Alors cette affaire, il a quand même fait 15 ans de prison, si je ne me trompe pas, voilà. Il a fait 15 années derrière les barreaux parce qu'il y a eu des recours. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'appel possible après une cour d'assises. Puis l'appel est instauré, il a été recondamné, il a fini par être acquitté et on s'est aperçu qu'en fait, dans le secteur sévissait Francis Holm hein, et qu'il y a eu des erreurs au niveau de l'enquête. Enfin, voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, vous voyez, à partir des aveux, voilà, c'est des bons exemples, il faut comprendre que les aveux, attention. Alors, les actes d'investigation, j'ai parlé tout à l'heure de l'autopsie. L'autopsie, ça permet de déterminer comment la personne a été tuée. D'accord? Donc c'est un acte extrêmement important. Hein, si vous, effectivement, vous allez dire « j'ai tué Madame Attel parce que vous avez vu qu'il y avait un meurtre dans les journaux, je l'ai tué à coup de couteau », en réalité, l'autopsie a révélé que elle s'était pris une balle dans le cœur. Donc, vous voyez l'intérêt de toute façon, et puis il est important de savoir si cette personne a subi des violences avant même d'être tuée. Voir souvent aussi si elle a été, est-ce qu'elle a été violée avant. Parce que tout ça, ça aura un impact ensuite, quand on va trouver l'auteur, sur la peine. Si c'est acharné sur la personne, ou si ça a été un acte, une pulsion, le mari qui rentre chez lui le soir et qui trouve sa femme, parce qu'elle croyait qu'il était parti en déplacement je ne sais pas où, il trouve sa femme avec son amant dans son lit et pris d'une colère, d'une rage, il s'empare d'une lampe de chevet en je ne sais pas quelle matière, en fer, un truc très violent, et il tue sa femme violemment. C'est pas la même chose que le type qui va enlever une gamine, qui va la violer, qui va d'abord la tabasser, et puis qui va la tuer. Vous voyez que tout ça pour vous faire comprendre qu'on n'arrivera pas, bien sûr, à la même sanction. N'est-ce pas, monsieur? Je m'aperçois que vous êtes le seul homme dans cette pièce. Non, il y a aussi monsieur, quand même, excusez-moi. Voilà. Donc ça vous parle ce que je vous dis, ça vous intéresse un peu d'avoir des exemples comme ça un petit peu. Non, ce que je veux vous faire comprendre, c'est difficile. Après, j'ai pas beaucoup de temps finalement, pas beaucoup de temps du tout même. Mais c'est de vous faire comprendre comment à travers un dossier, vous voyez, il faut faire très attention et vous avez des actes à mener, à conduire et il ne faut pas faire d'erreur. Donc vous voyez, oui. Je me permets de vous demander, mais est-ce que en tant que juge d'instruction, c'est vous qui ordonnez les expertises? Tout à fait. Oui, ça fait partie, justement. Alors, l'autopsie, c'est une expertise, donc on ordonne, voilà. Ensuite, vous avez une partie très importante, dont on parle beaucoup également, sur la personnalité de l'auteur. Ça vous dit quelque chose? On va désigner qui? Un psychologue? Un psychiatre. Un psychiatre. C'est pour déterminer si la personne est ou non responsable de ses actes, si elle pourrait être jugée. On en parle beaucoup de ça aussi, hein. Sauf si vous ne vous intéressez pas aux actualités, mais si vous vous intéressez, vous devriez en entendre parler beaucoup. Hein, donc il y a des expertises techniques, donc, comme l'autopsie. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas, une personne qui a été tuée, qu'on a étranglée, on lui a serré le cou avec des cordes, il y a des nœuds, etc. Il faut essayer de voir un peu si c'est quelqu'un, ça pourrait être un marin par exemple, donc il fait des nœuds, vous voyez, pour essayer de rechercher l'auteur.
des faits, tout le monde ne sait pas forcément, loin de là, faire des nœuds compliqués. Vous savez faire, madame? Pas du tout. Non, bon, il y a aussi toutes les affaires, alors là, on en parle beaucoup aussi. Je vous donne des exemples pour illustrer un petit peu la diversité même au sein d'un cabinet d'instruction des affaires qu'on peut avoir. Alors, il y a les affaires de violence conjugale un peu compliquées, où ça s'est répété au fil des années. Alors là-dessus, on pourra en débattre pendant très longtemps. Ce qui m'étonne d'ailleurs au niveau des informations, des actualités, eh bien, c'est qu'on parle beaucoup des violences conjugales, hein, mais on ne parle pratiquement jamais des violences que subissent les enfants. Je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un comprend? C'est très curieux, hein. Alors que c'est bien pire, un enfant ne peut pas se défendre du tout. Une femme, excusez-moi, mais si elle a un travail, elle peut quand même prendre ses valises, essayer de se faire héberger quelque part. Un enfant ne peut rien faire. Non? Vous n'êtes pas d'accord, madame? Je suis d'accord avec vous. Oui, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Je suis très étonnée de ça, parce que l'enfant, il est complètement... c'est pas possible pour lui de se défendre, enfin d'agir. Il peut que souffrir. Si son père le tabasse tous les soirs, il ne peut rien faire. Alors qu'une femme, quand même, dans notre société, surtout qu'il y a de plus en plus d'associations, de foyers d'hébergement, enfin, etc. Et certaines ne bougent pas. Ne portent même pas plainte, hein. Oui? Madame, peut-être que parce que les statistiques prouvent que peut-être qu'il y a plus de violences faites aux femmes qu'aux Non. Oui, mais non, oui, mais c'est pas... Enfin, attendez. Vous dites que les statistiques prouvent qu'il y a plus de violences faites aux femmes qu'aux enfants? Non, parce que les violences sur les enfants sont quand même... un enfant est plus fragile encore qu'une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Un père qui s'acharne sur un gamin, moi j'ai vraiment vu des violences redoutables. Une femme est quand même... Je ne dis pas que la femme soit aussi forte que l'homme, je ne veux pas dire ça, mais la femme peut peut-être mieux se défendre qu'un enfant. Non, je ne comprends pas pourquoi cette histoire. Il y a beaucoup de violences sur les enfants, croyez-moi, hein, et qui, curieusement, ne sont pas dénoncées dans les milieux scolaires. Parce que c'est là le premier endroit, enfin moi je sais pas, je serais enseignante et je vois arriver un gamin dans ma classe avec un œil au beurre noir, je lui pose la question. Et parfois, vous savez, dans les vestiaires, quand on va faire de la gym, etc., des petits camarades peuvent dire, dis donc, mon copain, il avait des bleus partout, etc. Ça bouge pas beaucoup à ce niveau-là. Alors peut-être que les plaintes... moi j'ai l'exemple d'un dossier justement, pour rebondir un peu là-dessus, c'est que c'est la mère qui doit agir pour dénoncer le père. Et certaines femmes ne bougent pas. J'ai vraiment un exemple vraiment que j'ai connu d'une femme, un milieu très bourgeois, des gens qui avaient de très belles situations, pas croire que ça touche que les classes défavorisées de la société. Et en fait, le mari, très belle situation, j'insiste là-dessus, et il rentrait le soir, et 3 enfants, et vraiment des violences pas possibles sur les enfants. D'accord ? Et la mère ne bougeait pas. Là aussi, très belle situation, même des études de droit en plus, donc ne va pas déposer plainte, rien du tout. La seule chose qu'elle fasse, elle s'efforce en tout cas de faire, parce qu'elle n'est pas victime de violence du tout, c'est que les enfants, d'accord? Donc elle ne dépose pas plainte, et vous n'allez jamais croire qui est-ce qui a fait un courrier au policier. Eh bien, c'est la petite fille de 10 ans qui a écrit au policier, hein, pour raconter ce qui se passait chez elle. Et c'est comme ça qu'il y a eu une enquête, c'est comme ça qu'on a découvert les violences, les traces de violence sur les enfants, avec en plus des troubles psychologiques, des gamins qui se scarifiaient, etc. Donc ça peut être une explication plutôt, vous voyez, que parfois c'est pas dénoncé, et que quand même un gamin de 10 ans qui va faire un courrier au policier, c'est pas évident, hein. Vous voyez. Alors, il y a également dans les cabinets d'instruction les affaires de stupes, hein, qui sont des affaires, alors là, très compliquées en ce sens que on a beaucoup de débats là-dessus. Est-ce qu'il faut sanctionner très fortement les consommateurs? Parce qu'on peut dire que s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de vendeurs. C'est des débats sans fin. Ce qui est certain, en tout cas le message qu'il faut retenir dans toutes les affaires, tous les jeunes que j'ai pu voir et qui étaient sous l'effet de la drogue, de la dépendance, c'est que ça abîme beaucoup le cerveau, et même les drogues douces, hein, je suis désolée. Mais le cannabis, plus vous en prenez jeune, plus vous risquez d'avoir de gros problèmes, de grosses perturbations. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à l'alcool, d'ailleurs, on est plus vite addict à la cam qu'à l'alcool. Avant de devenir alcoolique, il faut quand même déjà une certaine, vous voyez, un certain penchant, hein, sur la boisson avant de devenir alcoolique. Mais la cam, ça peut aller très vite. Donc, dans ces affaires de stup, le rôle, qu'est-ce qui me parlait des expertises? C'était vous, hein, qui me donne l'expertise. On va expertiser effectivement les produits stupéfiants qui auront été saisis. Là, on a entendu, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une grosse saisine de cocaïne.
c'est 800 kilos, je crois, du côté de la Normandie. Et bon, on n'a pas tous les jours 800 kilos de cocaïne saisie, mais même si on n'a pas, ce qui est important, c'est de savoir, quand on fait une expertise de produits stupéfiants saisis, c'est pour mesurer le degré de pureté. Parce que vous savez que la drogue est souvent coupée avec d'autres produits qui peuvent être, ça peut être de la morora, j'ai même vu de la morora dans les analyses. Et ce qui est important, c'est que quand on a une drogue très pure, ça veut dire que plus que on est en haut de l'échelle des vendeurs, parce que vous voyez, le vendeur vend, ça descend jusqu'au consommateur pur, c'est le cas de le dire. Donc ces analyses, elles sont importantes pour essayer de mesurer effectivement à qui on peut avoir affaire. Donc des expertises, donc techniques, des expertises sur la personnalité, parce que ce qui est important, c'est que on ne juge pas, même si c'est quelqu'un qui est responsable, on ne juge pas quelqu'un sans essayer de comprendre. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas juger sans comprendre. Alors oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, je l'avais d'ailleurs un peu avancé, c'est que, en fait, si vous voulez devenir magistrat, il y a une question que vous devez vous poser, c'est suis-je capable de décider de trancher ? C'est la grosse différence avec, aussi, c'est une différence plus subtile, si vous voulez, avec l'avocat. Parce que l'avocat, finalement, il va préparer un dossier, il va défendre son client, mais qui décide ? Qui décide ? C'est le juge. Donc, si vous voulez vous engager, si vous êtes quelqu'un, il y a des gens, moi j'ai des amis avocats ou des amis tout court, autres, peu importe, et qui, simplement pour choisir un restaurant, c'est oh ben non, choisis, enfin bon. Et je me dis, bon, c'est pourtant pas très important, mais qui reconnaît son incapacité. Il y a des gens qui sont incapables de trancher, vous voyez. Je me suis vue siéger aux assises, et vous connaissez la composition de la cour d'assises, il y a les magistrats professionnels, et puis il y a autour les. Et non professionnels. Ah non, les jurés, qui sont des citoyens, tirés au sort sur la liste électorale. Bon, donc ils connaissent rien. Et moi, je me rappelle avoir siégé avec deux hommes très très sympathiques, deux plombiers, qui avaient donc. Alors autant moi, si vous me demandez de changer des tuyaux, ça va pas être brillant. Hein, je ne sais pas ce que je vais faire. Chacun son métier. Non, mais chacun son métier. Hein, je me rappellerai toujours. C'était minuit. On jugeait le viol d'une jeune fille par son oncle. Et donc l'oncle niait les faits. La jeune fille avait répété, avait dénoncé les faits aux policiers, avait été entendue par le juge d'instruction, avait été confrontée avec son oncle dans le cabinet du juge d'instruction. L'expertise médico-psychologique avait été faite sur elle, démontrait que ce n'était pas une folle dingue qui voulait, enfin vous voyez ce que je veux dire, qui n'était pas une affabulatrice, etc., etc. Et en délibéré, donc, il fallait se positionner. Et à partir des éléments qu'on avait pu entendre, qui avaient été recueillis pendant tout le procès, il fallait trancher, est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il est innocent ? Eh bien, les deux plombiers, alors là, ils m'avaient scotché, ça avait déclenché un fou rire, mais c'était quand même inquiétant, et ils considéraient que chacun disait la vérité. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Comment vous tranchez ? Voilà. Donc, fondamentalement, si vous voulez rentrer dans la magistrature, il faut vraiment être capable de décider de trancher. Alors, c'est vrai que certains pourraient rebondir en disant « Mais madame, vous n'avez jamais commis d'erreur, ça n'a jamais été difficile. » On est obligé de trancher. Sinon, comme il y a une faute professionnelle qui s'appelle le déni de justice. Il faut absolument trancher, rendre une décision, aussi difficile soit-elle. On a quand même la sécurité, entre guillemets, des voies de recours, donc de l'appel. D'accord ? Oui, n'hésitez pas, oui. Non, je vous emploie. Bon, je vais tirer au sort. Plouf, plouf. C'était pour demander que dans le cas, par exemple, des litiges qui peuvent être trop difficiles à trancher, comme par exemple les cas de parole contre parole, est-ce que vous avez des critères pour aider à comprendre comment les juges font pour trancher ? Je peux vous le dire, parce qu'en tant que juge, je peux vous dire comment on fait pour trancher. Il faut trancher. Donc, si on doute trop, vous connaissez le fameux doute, puisque si on doute trop, on ne peut pas condamner. Il faut donc, il y a une présomption d'innocence, vous connaissez la présomption d'innocence quand même. Hein, même si, vous prenez votre couteau, vous me donnez un coup de couteau dans le cœur, tout le monde vous voit faire, eh bien néanmoins, tant que vous ne serez pas condamné, jugé par la cour d'assises ou la chambre criminelle, peu importe, vous êtes présumée innocente. Vous ne serez coupable que lorsque vous serez passé devant la juridiction de jugement.
parce que vous êtes présumée innocente, d'accord? Bon, là, c'est une affaire facile, hein, tout le monde a vu, le couteau, il y avait vos empreintes dessus, etc. Bon, mais votre question, voilà, si vraiment, comme vous dites, c'est pas, on est dans une situation difficile où on ne sait pas, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est ça que vous avez dit, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ça arrive assez rarement, il y a quand même toujours des éléments qui peuvent s'ajouter, vous voyez, la personnalité, enfin bon, peut-être un témoin, enfin bon. Mais si on doute trop, le doute doit bénéficier, hein, c'est la formule, hein, doit bénéficier donc au prévenu si on est en correctionnel, à l'accusé si on est en cour d'assises ou en cour criminelle. Donc à ce moment-là, mais on va quand même trancher, c'est-à-dire qu'on ne va pas condamner. Ne pas condamner, c'est une décision, n'est-ce pas madame? Oui, vous, là, je vous me regardez avec un air inquiet. Ça vous parle ce que je dis? Ça vous donne envie de devenir magistrat ou pas? Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est la diversité. C'est les situations très diverses face auxquelles on est confronté. Et il faut toujours se dire que finalement, rien n'est jamais simple. Il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de situation simple. Ça, c'est pas... le dossier simple, bien sûr, il y en a qui sont plus simples que d'autres, mais il faut quand même toujours écouter aussi les arguments développés qui sont parfois un peu farfelus. Le type qui a été arrêté et qui vous dit que bah non, il passait par là par hasard, il est passé devant la maison qui a été cambriolée, on a retrouvé ses empreintes dans la maison, mais non, il ne comprend pas pourquoi. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous vouliez demander? Oui, alors je me permets de rebondir sur la question de ma camarade, du coup, ça va un peu de pair. En tant que juge, il est parfois arrivé que vous ayez une intime conviction. Alors oui, l'intime conviction est fondamentale, oui. Quand bien même, imaginons que vous êtes persuadé voilà, de l'issue finale, que par exemple il est coupable ou non, mais qu'imaginons les preuves restent quand même assez évidentes. Je m'explique par un exemple. Donnez un exemple. Par exemple, l'affaire Omar Haddad. Ah, que je connais bien aussi. Voilà, c'est une affaire qui trouble encore aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Même l'opinion publique, parce qu'au final, on ne sait toujours pas s'il est coupable ou non, entre guillemets, dans l'opinion publique. Vous, en tant que juge, comment vous allez... Je ne sais pas si vous vous êtes déjà mis à la place du juge en question, mais... Alors, déjà, quand on est juge, on a son cabinet, on ne se met pas à la place des autres juges, si vous voulez. C'est difficile. D'abord, quand on n'a pas le dossier sous les yeux, on n'a pas toutes les pièces. Comment? Vous voulez dire quoi? Bon, pardon, non mais oui, quand on n'a pas un dossier sous les yeux, vous voyez, on n'a pas tous les éléments, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Oui, c'est difficile de se dire, bon voilà, la femme qui a été tuée avait écrit Omar, donc le nom de son jardinier, m'a tué, en faisant une grosse faute d'orthographe. Elle a écrit, peut-être que vous la faites cette faute d'orthographe, m'a tué. Comment vous écrivez m'a tué? Tiens, d'ailleurs, tué. Comment vous écrivez tué? Non, il y a une faute. M'a tué, c'est E. Complément d'objet direct passé avant. M'a tué. Mais c'était écrit. Alors oui, l'orthographe, travaillez-moi l'orthographe. M'a tué, mais ça avait été écrit m'a tué ER. D'accord? Et c'était une femme qui faisait, je crois, beaucoup de mots croisés ou je sais pas quoi, qui était très bonne en orthographe. Et donc, là, il y avait un truc un peu bizarre, mais enfin, une femme qui est en train de mourir, qui avec son doigt, avec son sang écrit sur une porte, un morceau de bois en bois, Omar m'a tué. Bon, voilà, c'était un élément extrêmement important hein, dans l'affaire. En tout cas, je vois que je vous félicite, vous vous intéressez beaucoup aux affaires judiciaires de toutes sortes. D'ailleurs, je vous recommande, si c'est le cas des autres, qui ne prennent pas forcément la parole, mais regardez le dimanche soir sur, je ne sais plus quelle chaîne, Faites entrer l'accusé. Je vous recommande vraiment. Non. Il n'y a plus de 12. RNRJ 12, c'est sur 24. RMC, je ne sais plus quoi. Regardez parce que c'est bien fait. C'est des belles affaires, évidemment. Hein. C'est des affaires extrêmement intéressantes. Et vous avez des magistrats, vous avez des avocats qui sont interviewés. Donc c'est sérieux. Ce que je veux vous dire, c'est sérieux. Et si vous êtes intéressé par le judiciaire, c'est très, très, très important. Il y a également un autre mode de preuve, d'ailleurs je reviens là-dessus, où on parle beaucoup d'ADN. L'ADN, c'est... Oui? Vous avez un train à prendre pour aller où? Vous allez en vacances? Non, en fait, j'habite plus loin d'ici. Vous habitez où? À Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, mais on est voisines, j'habite à Versailles. Alors donc c'est pas très loin. Vous voulez me quitter? Ça vous intéresse pas ce que je dis? Ah bon, c'est juste parce que vous avez peur de rentrer Mantes-la-Jolie. Mais elle croyait me raconter. Moi je me dis elle est au bout du monde, mais moi je viens de Versailles, qu'est-ce que vous croyez? Pour vous?
Donc, dans ces recherches, mais faites comme vous le souhaitez, je vous en prie, je plaisante. Si vous avez besoin de rentrer, je vous en prie. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que, oui, sur ces recherches des preuves, ces investigations, dans son cabinet, le juge d'instruction va interroger celui qui est mis en examen, va entendre des témoins, va faire des confrontations. Et est-ce qu'en matière de preuves, l'ADN, ça vous dit quelque chose? Non? Vous pouvez définir un peu ce que c'est que l'ADN? C'est l'empreinte génétique de l'individu qui peut sortir, qu'on peut trouver à partir d'un cheveu, à condition d'avoir le bulbe avec quand même, à partir, si vous avez des traces de sueur, enfin bon, tout ce qui peut, vous voyez, appartenir à l'individu. Le sperme également est un point très important, parce que une personne va porter plainte pour viol, mais là encore, ce n'est pas la reine des preuves. Ce n'est pas la reine des preuves. Pourquoi ce n'est pas la reine des preuves? Parce que vous pouvez très bien avoir un sac sur lequel, retrouvé dans un champ à côté d'une maison cambriolée, avec votre ADN dessus, sauf que ce jour-là, il y avait du vent et que le sac s'est envolé de je ne sais pas où. Mais pire, je vais vous raconter encore une affaire horrible. Non, enfin horrible. C'est une affaire qui est connue. Vous n'aimez pas les affaires horribles? Ah non, ça va. L'affaire d'un meurtre. Alors, c'est une femme qui habite un immeuble. Dans cet immeuble, il y a un gardien. Cette jeune femme a un amoureux, bon, très bien, qui vient régulièrement la voir. Et le gardien, alors je vous résume, va finalement, il a les clés de tous les appartements. Et donc, un soir, il rentre dans l'appartement de cette jeune femme. Là aussi, je vais assez vite. Il la viole et il la tue. On retrouve le cadavre. Et on fait donc des prélèvements sur cette femme, dans son vagin, et on va donc découvrir du sperme. Ce qu'il faut savoir, je vais un peu vite en vous racontant l'histoire, mais c'est que ce gardien avait été très futé, et il avait fait les poubelles, sachant que donc elle avait un amoureux, cette jeune femme, et il avait ramassé des... Ça vous dit quelque chose, cette affaire, non? Il avait ramassé des préservatifs, et avec une seringue, il a prélevé le sperme de l'amoureux, qu'il a injecté. Donc, vous voyez, on avait l'impression qu'avec cette ADN, on avait l'auteur des faits qui était l'amoureux de la jeune femme. En réalité, pas du tout. Pas du tout. Alors comment a-t-on pu découvrir la vérité? Eh bien parce que ce gardien était très présent, vous voyez, sur l'enquête. Il a eu un comportement qui a intrigué les policiers. Et tout doucement, on a réussi effectivement. Mais vous voyez ce que je veux dire par là, et c'est l'intérêt d'ailleurs de la fonction du juge d'instruction, c'est de toujours douter, de ne jamais être sûr que l'affaire est simple comme bonjour, que c'est facile, et que c'est facile, et que il n'y a pas besoin de chercher. Il faut toujours bétonner son dossier, réunir des preuves, ne pas s'occuper de la simple apparence. D'accord? Alors, dans un tribunal, effectivement, continuons, si vous êtes magistrat, vous pouvez très bien effectivement juger purement, donc une affaire vient devant vous, soit directement des services de police, soit parce qu'il y a eu un juge d'instruction, et cette affaire va arriver devant vous. Vous allez voir donc la personne qui s'appelle un prévenu en correctionnel, et vous allez donc devoir là le juger, le déclarer ou pas coupable, et le condamner à une peine. D'accord? Vous connaissez un peu quelques peines qui sont prononcées? Monsieur? Qu'est-ce qu'un tribunal peut prononcer comme peine? Des peines de prison, par exemple, voilà. Des peines de prison, oui. C'est pas vraiment je sais pas si on peut appeler ça une peine, mais l'amende. Oui, c'est une peine. Ah, mais dites donc, si on vous condamne une amende de 100 000 €, c'est pas une peine? Ah ben c'est une peine. Alors, c'est les grandes peines classiques, si vous voulez. Les peines plus modernes, entre guillemets, c'est par exemple le travail d'intérêt général. Ça veut dire que vous travaillez pour la collectivité, mais sans rémunération. C'est aussi le placement sous bracelet électronique. Nous avons quand même un ancien président de la République qui porte ce petit bracelet. Qui n'est pas... Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce que c'est que le bracelet électronique. Vous savez un peu comment ça fonctionne? C'est vraiment une entrave à la liberté d'aller et venir. Parce que vous avez des horaires, vous ne pouvez pas aller n'importe où. Vous voyez ce que ça peut être l'impact? Imaginez, vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas en sortir. Après, à partir de 20 h, vous devez être chez vous, sinon ça déclenche. Et si vous ne respectez pas ce qui a été prévu, les horaires de sortie, les endroits où vous pouvez aller, en général, vous pouvez sortir pendant vos heures de travail pour aller à votre travail, point barre. D'accord? Et si vous ne respectez pas ces horaires,
eh bien, vous allez vous retrouver où ça? En prison, voilà. Donc, vous voyez, il y a aussi, on peut prononcer beaucoup de peines, il y a des mesures de ce qu'on appelle le sursis probatoire, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est pour un peu illustrer à chaque fois. Donc, on va condamner quelqu'un à se faire soigner. Parce qu'il présente des troubles, un homme violent ou un homme alcoolique, par exemple, qui tape sur sa femme, c'est vrai, a peut-être besoin d'être soigné. A certainement besoin d'être soigné, pardon. Donc, s'il ne le fait pas, là encore, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, s'il ne s'est pas soigné, prison. Donc, vous voyez la diversité dans le tribunal. Donc, on a parlé, alors, le juge de liberté et de la détention, on a parlé de ça. Au-dessus de ces magistrats du tribunal, vous avez fait un peu de procédure pénale, vous m'avez dit, donc vous avez la juridiction, vous avez la cour d'appel, évidemment, qui va rejuger. Alors, cour d'appel ou cour d'assises d'appel, hein, c'est-à-dire que c'est le droit, finalement, à quelqu'un d'être rejugé. Pourquoi est-ce qu'il y a ce droit d'être rejugé? Oui. Parce qu'on estime qu'il peut y avoir une faute. Des juges, oui, une erreur. Une faute des juges, ou ça laisse une sorte de chance, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, ça laisse une sorte... Enfin, c'est vrai, c'est pour vous dire qu'effectivement, les erreurs judiciaires, ça peut exister. Ça existe, pardon, j'hésite pas à le dire, dans un sens comme dans l'autre. Hein. On m'a déjà posé la question, mais madame, ça ne vous est pas arrivé de remettre en liberté, par exemple, quelqu'un qui était coupable? Ben oui, il faut trancher. Il ne s'agit pas de se dire, je ne sais pas, je vais le laisser à l'ombre. Hein. Ça ne me paraît pas une bonne solution. Vous voyez, il faut tout le temps, donc je ne sais pas si je vous fais toucher du doigt, un peu, c'est pas la difficulté, parce que la difficulté elle est compensée par l'intérêt du travail qu'on va effectuer. Est-ce que vous avez d'autres infractions auxquelles vous pensez et dont je n'aurais pas parlé, par exemple, qui vont passer par le juge d'instruction? Madame, sur le net, il ne vous en donne pas des infractions? Non, pas du tout. Bon, vous n'avez pas d'infractions. Alors, évidemment, il y a tous les vols, hein, ça sous ces vols qui se multiplient, les cambriolages. C'est vrai qu'on en parle comme ça, mais quand on a été victime soi-même d'un cambriolage, c'est pas toujours très amusant. Ben, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Personne? Si, vous avez déjà subi? Bon, donc c'est pas... Et on ne trouve pas toujours les auteurs. Hein. C'est ça le problème. Donc vous êtes confrontés, en réalité, quand on est magistrat, je crois qu'il faut que vous reteniez ça, à des situations qui sont toujours quand même... Bon, ça dépend de quel milieu vous êtes. C'est sûr que si vous avez été élevé avec des parents qui passent leur temps à entrer et sortir de prison, ça vous a donné une certaine éducation, si je puis dire, mais d'agent particulièrement. En principe, si vous passez le concours de la magistrature, bon, vous n'avez pas de casier, déjà vous, puis autour de vous, bon, c'est à peu près d'aplomb. Vous découvrez, à travers ce métier, vous rencontrez des gens que vous n'auriez jamais imaginé rencontrer. Moi, dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de prostituées de la rue Saint-Denis, qui avaient été victimes de violences de la part de leurs clients ou de la part, voilà. Et j'ai rencontré également des ministres. J'ai rencontré des stars, enfin des stars. Béatrice Dalle, vous connaissez Béatrice Dalle, vous la connaissez? Oui, alors qui était dans la came jusqu'au cou, c'est pas un mystère, et qui l'est toujours. D'ailleurs, tous ces cachets de cinéma, oui, elle est quand même très connue, eh bien, ça passait dans la drogue. Voilà, tout à fait, tout ça passait dans la drogue, et donc je me souviens l'avoir interrogée parce que elle était impliquée, elle revendait pas, mais si vous voulez, elle était tellement droguée que par moments, je crois qu'elle savait plus bien ce qu'elle faisait. Donc, ce que je voyais, vous voyez, on peut rencontrer des gens, par exemple Michel Sardou, vous connaissez Michel Sardou aussi, qui avait tabassé des paparazzis. C'est vrai qu'il avait été photographié et filmé alors qu'il était marié, et il avait été filmé avec une petite nana, et il n'était pas content, donc il avait tabassé le paparazzi. Et donc c'est vrai que moi, je me rappelle, j'étais juge d'instruction à Paris, et dans mon couloir où attendait c'était un violeur, je me souviens à l'époque, un détenu, vraiment le brave gars, enfin oui, et je sors pour aller le chercher, qui rentre dans mon cabinet, vous voyez, et je vois Michel Sardou, je dis, aïe, le mis en examen à côté, là, il va rentrer dans mon bureau, il va être complètement perturbé, il était assis à côté de Michel Sardou, c'était assez amusant. Mais vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la société, d'ailleurs on le voit beaucoup maintenant avec les politiques, hein, qui sont de plus en plus condamnés, etc. Mais il n'y a pas que, il y a effectivement aussi l'affaire Palmade, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de drogue en permanence, à un point pas possible.
pour pouvoir avoir des érections pendant 3 jours d'affilée. Je ne vois pas très bien l'intérêt, enfin excusez-moi, mais reste à des courses, il prend sa voiture et il a quand même fait exploser une famille, hein, avec les conséquences gravissimes. Donc vous voyez, on est toujours... et quelquefois, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on rencontre des gens, comme je viens de le dire, connus, etc., quand on les a en face de soi, ils sont différents. Ils ne sont plus des stars ou je ne sais pas quoi, ils la ramènent moins quelque part. Enfin, vous voyez, ils sont différents. Des victimes, enfin des gens qui peuvent être des victimes aussi. On voit bien toutes ces affaires de femmes qui portent plainte contre des célébrités, Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Depardieu, qui est d'autres encore dont on a beaucoup parlé. Il y a ce psychanalyste aussi, Miller. Vous voyez qui c'est? Alors lui, on n'entend plus parler du tout, mais alors lui, il avait une technique, je crois que c'était de l'hypnose, et une partie de ses patientes y passait. Vous avez aussi alors ça c'est autre chose, ce gynécologue qui effectivement a eu je ne sais pas combien de victimes. Et puis cette affaire du Sud où cette femme mariée a été sous Temesta, sous anxiolytique, violée par 50 hommes. Vous avez entendu parler aussi de cette affaire. Comment? Voilà, c'est ça, tout à fait, bravo. Bravo, j'ai avec personne. Vous avez l'air toute triste, ça va? Vous êtes contente d'être venue? Vous êtes fatiguée? Je suis juste concentrée, j'ai vu. Ah, vous êtes concentrée, c'est bien. Ah oui, parce que là, d'un seul coup, j'ai l'air toute triste, mais en même temps, je sens que vous avez quelques bonnes connaissances, c'est bien. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser un petit peu sur, alors comment on devient magistrat? Il faut passer un concours. Quelles sont les qualités pour être magistrat? Je vous ai dit, il faut travailler, il faut aimer travailler quand même, hein. Et de toute façon, quand vous faites des études, là, tous ceux ici présents, si j'ai un conseil à vous donner, travaillez. Pas nuit et jour, il faut aussi s'accorder des moments de répit, il faut savoir avoir des loisirs, mais il faut beaucoup travailler. De toute façon, dans n'importe quelle voie, il faut absolument que vous sachiez que le travail, ça paie toujours. Non, il y en a qui n'ont pas l'air... Vous n'êtes pas d'accord, madame? Il faut vraiment travailler. Non, mais parce que c'est vrai que certains... moi, j'en ai vu à mes cours magistraux, ils viennent en cours, tranquilles, ils repartent chez eux, le cours, la veille du partiel, ils le relisent. Je peux vous dire que ça vaut pas grand-chose, hein, les copies. Ça, je peux vous garantir. C'est déprimant, hein, pour un prof de mettre des 0,5. Hein. J'ai mis 0,5 une fois. Ça m'a vraiment fait... Mais ça méritait moins 2. Hein. C'était pas possible. Donc, est-ce que ça vous éveille un peu sur... est-ce que vous voyez un peu ce que c'est qu'un magistrat, finalement? C'est un homme, une femme. Est-ce que vous savez depuis quand les femmes peuvent devenir magistrates, d'ailleurs? Non. Monsieur qui tousse. Depuis, je pense, la fin du XXe siècle. Ah, ce serait 1999? 1999. Je l'ai été bien avant, hein. Donc pas du tout. Est-ce que vous savez quand est-ce que les femmes ont eu le droit de vote? En 1945. Très bien, c'est ça. Et le droit, je confonds toujours l'accès de dans la magistrature des femmes, c'est 1946, le droit de vote, c'est 1945. Vous voyez, monsieur, c'est quand même récent. Vous, ça vous paraît très vieux, mais c'est quand même récent, hein, dans l'histoire. Oh, ça recommence. Aïe, aïe, aïe. Ouais, oh là 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 là, mais quand je comprends, dès que je bouge un peu, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui m'écoutent, là? Ouais. Oh là là! Là, je me sentais dans un petit groupe intime, je pouvais dire... et ils ont l'air intéressés, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ça leur plaît ce que je raconte? Eh bien, ils ne parlent pas, mais ils écoutent. Mais ils écoutent, on ne peut pas leur demander s'ils sont intéressés? Est-ce que vous voulez devenir magistrat après tout ce que vous avez entendu? C'est que du coup à l'écrit qu'ils peuvent réagir. Ah d'accord, bon, qu'ils vous fassent un petit mot là, qu'ils vous disent ce qu'ils pensent de ce que je raconte. Il y a un petit temps de latence. Ah d'accord, c'est comme les cours en visio, je ne sais pas si vous en avez des cours en visio, mais c'est pas génial, hein? Les cours sont retranscrits en visio aussi. Tous les cours ici sont en visio, non? Ouais. Vous n'avez pas de cours en présentiel? Il y a deux parties, il y a les cours en présentiel et il y en a qui sont inscrits. Oui, non, mais il y a des cours en présentiel. Oui, il y a quand même du présentiel et des visios, c'est pour les gens qui sont en province ou je sais pas quoi. D'accord, d'accord. Vous préférez quoi d'ailleurs? C'est intéressant de savoir, présentiel ou visio? Présentiel, bah ouais, moi je suis d'accord avec vous, hein. Moi je fais beaucoup de visio pour des tas de raisons, mais le présentiel c'est quand même, il y a quand même, vous voyez, bon, il y a des gens qui vous réagissez pas trop, vous posez pas trop de questions, mais vous êtes là quand même, je vois sur vos visages, et il y a le problème qui se pose de plus en plus, aussi au passage d'ailleurs, est-ce que vous pensez que juger quelqu'un en visio, c'est bien, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Alors, c'est possible, très limité, hein, certainement pas en cour d'assises par exemple, mais moi je suis désolée, c'est très faussé, ça crée... Alors, ils disent quoi? Alors, j'ai un message de Marie Fortage qui dit « Oui, merci beaucoup madame, vous êtes très intéressante et inspirante ».
Oh, ça fait du bien. Je viens de Versailles, je suis pas venue pour rien. Non, mais en plus, j'ai demandé à avoir des cours à partir de septembre, peut-être un TD ou je sais pas quoi, en procédure pénale, par exemple. Je trouve que ça serait pas mal. Je ne sais pas du tout quelles sont vos options, à quel stade vous allez être. Vous avez quoi comme prof en procédure pénale? C'était un prof universitaire ou c'était quelqu'un qui avait une expérience professionnelle passée? C'est un avocat. Ah, c'est un avocat, d'accord, ça c'est pas mal. C'est un avocat. Enfin, je sais pas en deuxième année si c'est toujours Il un est avocat. un peu des deux, il est à la fois prof en université et avocat. Bon, là, c'est difficile de concilier les deux. Quand on est avocat, pour faire prof en université, il faut pouvoir dormir la nuit un peu aussi, je pense. Donc, voilà, le profil juge d'instruction, il n'y a pas que juge d'instruction. Vous avez vu des profils qui sont beaucoup moins, peut-être, ça peut vous inspirer aussi, de rédiger de belles décisions en droit, avec des belles motivations sur des problèmes de droit qui sont soulevés en matière de civil pur, quand on vous demande d'étudier des testaments, de régler, vous voyez, des successions, c'est un domaine plus intellectuel, si vous voulez, mais ça ne veut pas dire que le juge d'instruction soit idiot, il faut aussi qu'il fasse travailler son cerveau, il ne faut pas croire. Donc, ce qui est important aussi de noter, c'est que il faut aimer les gens. En fait, oui, c'est un point important, je voulais dire aussi. Quand on veut être magistrat, il faut aimer les gens. C'est-à-dire que moi, souvent, on m'a dit, mais comment tu supportes d'avoir en face de toi un violeur, un assassin? Non, mais c'est pas moi la victime. Vous voyez la différence? J'ai en face de moi un être humain qui a peut-être, c'est pas encore sûr, commis un acte très grave, mais ce qui est important, c'est de trouver la vérité déjà, et puis d'essayer de comprendre, justement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'essayer de comprendre comment il a pu en arriver là. Comment il a pu, parce que vous avez des gens, moi je me rappelle aussi d'un dossier où vous aviez, c'était un type qui était marié, et qui allait, pour l'anniversaire de son anniversaire de mariage, qui avait pris le métro pour aller acheter un cadeau pour sa femme. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le métro, sous un escalier, sous un local, sous un escalier mécanique dans le métro? Il a chopé une nana, il l'a violée. Non, mais vous vous demandez, le type, pas de casier judiciaire, 40-45 ans, il va acheter un cadeau pour l'anniversaire de mariage à sa femme, et qu'est-ce qu'il fait? Il viole. Vous voyez, vous êtes face à je me rappelle très bien de cet homme, parce que c'était pour moi mystérieux, vous voyez ce que je veux dire? Mystérieux, ça veut dire que chez n'importe qui, finalement, tout est possible. Mais vraiment, là, il s'est retrouvé en prison, ce gars, je ne vais pas vous dire, ça pourrait vous surprendre qu'il faisait de la peine, mais oui, parce qu'on se disait, mais il y a un tel dérapage, on n'arrive pas, évidemment, là, pour la victime, merci, son dérapage. C'est là aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on est, quand on est magistrat, on est face à une victime, et face donc à un présumé, enfin à quelqu'un qui sera peut-être déclaré coupable. On est face en tout cas à deux personnalités, deux parcours de vie. Tout ça c'est intéressant, vous voyez. Si ça ne vous intéresse pas, si la vie des autres ne vous intéresse pas, par exemple, il ne faut surtout pas rentrer dans la magistrature. Vous voyez, parce que même dans les affaires de divorce dont on parlait tout à l'heure, il faut essayer de comprendre aussi... Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre comment des parents, un homme, une femme qui se sont aimés et qui ont fait des enfants, comment ils en arrivent à se déchirer, et c'est les enfants qui s'en prennent plein la tête. Ils se déchirent pour des histoires d'argent, pour des histoires de droit de visite d'hébergement, ils comptent à la demi-heure près le temps de vacances passé avec l'un, avec l'autre, etc. Enfin, ils se comportent mal, voilà ce que je pense. Mais tout ça, il faut essayer aussi... peut-être qu'en parlant avec les gens, on peut essayer un petit peu de les calmer, de leur faire redescendre et de leur faire comprendre qu'ils sont en train de faire du mal à leurs enfants. Donc voilà un petit peu les points, les grands points. Je ne sais pas si vous n'aviez aucune idée de la magistrature, de ce qu'est non, aucune idée? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, comment vous trouvez ici la solution dans ce cas-là, entre le droit, votre décision, entre le droit et l'amour, comme on dit, pour aimer les autres, comment vous pouvez donner une décision dans ce cas-là? C'est difficile. Quand je dis aimer les gens, je dis... Non, mais le mot aimer est peut-être un mot difficile à... Vous savez, le mot aimer, je veux dire, en France, quand on est en anglais, on a plusieurs mots. On a like, love. En France, il n'y a qu'un mot, aimer. On aime la salade, on aime son enfant, on aime son mari, et ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même notion en réalité. D'accord? Je l'ai compris, mais comment vous donnez une décision dans ce cas-là, si vous trouvez qu'il
anniversaire de son... Non, mais comment on peut juger ce cas-là? Oui, oui. Ah bah il a été sanctionné, il a fait de la prison, hein. Évidemment. Ah bah évidemment. Oui, c'est... Attendez, il y a une victime, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il faut aimer, j'ai peut-être me suis mal exprimé, c'est l'être humain d'une manière générale. Essayer de comprendre ce qu'il y a derrière l'être humain. Je pense que c'est comme quand on... Enfin, moi, je pense que j'aurais aimé aussi peut-être être psychiatre, parce qu'on est face à des gens qui vous confient, enfin, qui se livrent et qui ont eu des chocs, des traumatismes graves dans leur vie. Et donc, c'est très important de pouvoir les aider à avancer. En tout cas, ce qui est certain aussi, voilà, ce qui est important, c'est important ce que vous dites, madame, c'est parce que quand on est magistrat, il ne faut certainement pas être dans la haine, ni dans le dégoût. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui rentre, un assassin, ou même un père de famille qui ne paye pas sa pension alimentaire, ou je ne sais pas, tout être humain qui aura un comportement pas tout à fait noble, il ne faut pas prendre un air dégoûté et dire ah non, je ne peux pas, je ne supporte pas. C'est pas possible. Donc quand je dis qu'il faut aimer l'être humain, vous voyez, c'est ça, c'est essayer de comprendre pour pouvoir arriver ensuite à une décision juste. Il est bien évident que ce père de famille mérite la prison parce qu'il a fichu en l'air la vie de cette jeune femme qui passait par là. Oui. Alors, comment réussir à faire intégrer ce que vous êtes en train de dire aux autres personnes? Parce que parfois même les professionnels du droit ne comprennent pas forcément, et je trouve que ça met en danger aujourd'hui la justice. Ne comprennent pas, excusez-moi, ne comprennent pas. Que quand on juge une personne, quand on juge qu'on défend en tant qu'avocat, en tant que magistrat, il faut avoir cette transparence et se dire qu'on est là pour juger un acte et pas forcément la personne en elle-même. Alors non, on juge quand même la personne parce que, vous voyez, tout à l'heure je vous donnais l'exemple du meurtre, l'homme qui rentre, qui voit sa femme avec son amant dans son lit et qui tue l'amant, c'est pas l'homme qui va embarquer une gamine, la violer, la torturer. Vous voyez, il y a tout l'homme n'est pas le même. Vous voyez, non, excusez-moi, mais non, vous exprimez bien. Ce que je veux dire, c'est que, exemple tout simple, par exemple, vous parlez tout à l'heure du procès récemment, par exemple, de Marine Le Pen. Oui, parlons-en. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, ça fait 2 jours. Je prends cet exemple parce que je sais que déjà la médiatisation des procès, ça c'est quelque chose. L'opinion que les gens peuvent avoir, notamment les politiciens, je trouve que ça met en danger la justice en elle-même. Ah oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait. Comment nous, étudiants et je l'espère probablement juristes, avocats, magistrats ou autres, vont réussir à faire comprendre en fait que on a des principes. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, l'affaire vient juste de se passer, la présomption d'innocence n'existe plus. Ah, vous avez raison. Les médias, etc. Par la médiatisation, vous avez tout à fait raison. Alors, comment Tout à fait raison. comprendre que, La médiatisation fait que, effectivement, je reprends l'exemple tout à l'heure, je parlais de Gérard Depardieu. Bon, là, il est passé en jugement. Il y a une décision délibérée, bon. Mais je veux dire que ces gens qui sont déjà connus à l'avance, dès lors qu'on parle des plaintes qui sont déposées contre eux, vous avez tout à fait raison, la présomption d'innocence, elle est vraiment piétinée. Parce qu'il y a d'un seul coup, comme il n'est pas très raffiné, Gérard Depardieu, il faut quand même reconnaître. Non, mais c'est vrai, c'est un grossier personnage qui parle beaucoup de sexe, etc. Mais il n'empêche que c'est pas pour ça que ça rapporte la preuve qu'il a effectivement commis une agression sexuelle sur certaines femmes. Qu'il ne faut pas oublier non plus qu'une vedette comme ça, enfin une star, beaucoup de femmes effectivement auraient bien envie d'avoir une relation avec lui. Il faut voir tous les aspects. Vous voyez, c'est un exemple qu'on prend. Il ne faut pas s'imaginer que la femme n'est que victime. Elle peut aussi avoir agi. Je vous êtes d'accord, monsieur? Les femmes. Non, parce qu'on est dans une société où on présente les femmes, il y a un autre monsieur là-bas, c'est bien, on présente les femmes comme étant toujours des victimes et les hommes, moi franchement, je plains vraiment les hommes dans notre société de plus en plus. Hein. Si vous avez une femme, je vous assure que d'expérience, je l'ai vécu vraiment, vous avez des violences conjugales réciproques. Hein, et une femme peut très bien prendre, enfin moi je sais que personnellement si j'avais un conjoint qui avait osé me taper dessus, moi je prends une casserole et paf, je lui donne un grand coup sur la tête. Non mais je veux dire, il y a aussi des moyens de réagir et de se défendre. Des violences conjugales réciproques, où la femme a été plus violente que le mari, eh bien on va poursuivre, je vous assure que c'est vrai, uniquement l'homme. C'est ce à quoi on aboutit de plus en plus. Comme les enfants, alors c'est très important la prise de parole des enfants. Pendant des années j'ai présidé une audience correctionnelle spécialisée en matière de victimes mineurs, c'est-à-dire que justement les violences commises sur les enfants et tout ce qui était agression sexuelle commise sur les enfants. D'accord? Je peux vous dire que c'est des dossiers très difficiles parce que ça se passe dans la sphère
familiale, dans l'intimité familiale, il n'y a pas de témoin, hein, ça se passe, on ferme la porte à clé, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est très difficile. Mais, il m'est arrivé une expérience il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, dans la résidence où je demeure à Versailles. Tout le monde le sait que j'habite Versailles maintenant. Eh bien, une famille que je vois régulièrement, le papa, la maman, 3 petites filles tout à fait charmantes, 12 ans, 8 ans et 4 ans, je crois, oui c'est ça. Et un soir, donc c'est des rapports de voisinage, on se croise, on se parle, moi je vois la maman qui s'occupe bien, qui ne travaille pas, le papa travaille, doit avoir une assez bonne situation. Et un soir, la mère arrive chez moi, dans un état pas possible, je dis mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle pleurait tellement que je ne savais pas ce qui lui arrivait. Et elle me dit, bah voilà, l'aîné qui a 12 ans, je lui avais supprimé son portable, ah ça c'est le portable, hein, c'est très très important, et en plus elle voulait aller, alors il y a un centre commercial qui se trouve à 3-4 km du centre-ville de Versailles, et elle voulait y aller après, à 12 ans, après l'école, et la maman dit non. Résultat des courses, le lendemain, la gamine de 12 ans dit à sa meilleure amie, mon père m'a violée et ma mère me tabasse. Attendez, le problème en plus, c'est que la mère de la meilleure amie est magistrate. Alors là, vous imaginez évidemment ce qu'a pu prendre, l'ampleur qu'a pu prendre. Vous voyez, c'est un truc que je n'ai pas vécu en tant que magistrat. Enfin, j'ai vu tout de suite comment ça allait se déchaîner. Et moi, c'est des gens. Alors, ce qui est intéressant dans mon histoire, c'est que je suis voisine, je les vois ces gens, mais j'habite quand même pas avec eux non plus. Donc immédiatement, j'ai le réflexe un peu de magistrat de me mettre à douter, de me dire. Bah, peut-être que ces gens que je vous croise depuis des années sont très bien, mais peut-être que le père viole et la mère tabasse. Mais enfin, quand même, j'y savais beaucoup. Et bon, tout de suite, je tiens un discours plus professionnel en disant à la mère, écoutez, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Tabasser, bah, il faudrait qu'il y ait des traces de coups sur le corps ou qu'il y ait des traces de coups. Il y a un examen médical qui va être ordonné. Et puis, si le père a violé, il va y avoir aussi un examen gynécologique de la gamine de 12 ans, d'accord ? Et en fait, la gamine a été placée pendant 15 jours, par décision donc du juge des enfants, dans l'urgence, placée pendant 15 jours. Vous imaginez le traumatisme des parents. Parce que quand elle a été entendue par les policiers, la première question que le policier la première chose qu'a fait le policier, c'était de lui poser la question suivante. Ah, tu dis que ton père t'a violé? Ça veut dire quoi, violer? La gamine, elle ne savait pas. Vous voyez? Et moi, je suis allée, parce que je suis allée chez ces gens, je n'étais jamais allée chez eux, et le lendemain de la venue chez moi, je me suis dit, je vais aller prendre des nouvelles, mais je vais quand même aller un peu sentir, même si ce n'est pas moi le magistrat qui m'occupe de l'affaire, sentir l'atmosphère, vous voyez. Et en fait, bon, bah, c'est un appartement qui fait en fait un grand 2 pièces, avec un grand salon dans lequel il y a un canapé avec, où dorment les parents, et les 3 gamines se trouvent dans une grande chambre. Voilà comment se présente l'appartement. C'est vraiment pas possible que le père viole devant tout le monde, devant les autres petites femmes. Enfin oui, il y avait un contexte, une ambiance, enfin, ce que j'avais ressenti de l'extérieur. Mais vous voyez, comme quoi ces affaires sont très difficiles, parce que finalement, à force d'entendre parler, vous voyez, les gamines de viol, d'agression sexuelle du père, etc., eh bien, on en vient à dénoncer le père, et on en rajoute une couche sur la mère, et les conséquences, bah, elle s'est retrouvée placée, les parents n'ont pas pu la voir pendant 15 jours. Et elle, bon, je pense que ça lui a servi de leçon, mais il y a quand même un suivi psy, parce que quand même, on ne raconte pas n'importe quoi non plus. Vous voyez, toutes ces affaires... Non, mais ce que je veux dire, oui, c'est l'intérêt de se dire, la parole de l'enfant, attention aussi. C'est comme une femme qui va déposer plainte pour des violences conjugales. C'est une chose qui peut vous marquer un peu les esprits. Qu'est-ce qu'elle va... Alors, elle va chez le médecin. Son mari, elle découvre, on va prendre l'histoire, la femme découvre que son mari la trompe, donc qu'est-ce qu'elle fait pour se venger? Elle se tape la tête contre un mur, elle se coupe un peu, je ne sais pas où, la main, hein, vous avez l'air de connaître un peu ce genre d'histoire, je ne sais pas, et elle va chez le médecin. Bah, le médecin, il constate qu'elle a des gros bleus sur le front, je ne sais pas quelle trace de coups elle peut présenter, hein. Il fait un certificat médical, mais est-ce qu'il était témoin des coups? Est-ce qu'il peut dire que c'est peut-être l'amant de cette femme, peut-être qu'elle aussi a un amant qui l'a tabassée, que c'est son mari ou que c'est elle-même? Il ne peut pas. Vous voyez comme quoi on pourrait se dire « Ah ben là, un certificat médical, hein, donc elle a été blessée, donc c'est le mari. » Bah, c'est le mari, c'est le mari. Et le mari vient dire « Mais non, c'est absolument pas vrai, il peut démontrer que lui-même était peut-être en voyage au moment, vous voyez, il peut se défendre, etc. Mais il peut aussi être tellement coincé qu'il ne pourra pas se défendre et qu'il va peut-être être condamné. »
Là, vous voyez, je vous montre une image de la justice où c'est difficile. C'est difficile, mais c'est intéressant au quotidien. Mais c'est passionnant au quotidien. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais vous avez des affaires, je pense toujours à tous ces dossiers que j'ai pu avoir. Je pense aussi à un dossier, en vous parlant, vous voyez, je pense à des dossiers. Un jour comme ça, entre ce cadavre dans le bois de Boulogne, où je me suis dit, bon, on va rien trouver du tout, qu'est-ce que c'est que ce vieux dossier pourri là? Bref, on a trouvé l'auteur, on a trouvé la vidéo. Bon. Et puis une autre fois, en plein Paris, dans le 15e arrondissement, un dentiste a été trouvé mort dans son cabinet, en pleine journée. On n'a jamais trouvé l'auteur. Et oui, la vache. Non, mais en tout cas, vous voyez, j'essaye de vous faire toucher du doigt le fait qu'il ne faut pas s'imaginer. Par exemple, moi, vous voyez, être notaire. Non, moi, notaire, enfin, il y en a qui vont être notaire, non, je ne pense pas ici. Mais être notaire, bon, voilà, vous traitez de dossiers. Non, vous recevez aussi des gens. Vous voyez des gens, vous avez peut-être leurs problématiques familiales à solutionner. Parce que vous savez que, curieusement, c'est au décès, par exemple, de son père, de sa mère, que d'un seul coup, alors qu'on ne s'entendait pas trop mal avec son frère, ses sœurs, etc., et d'un seul coup, les conflits familiaux explosent et tout le monde se retrouve devant les tribunaux. Parce qu'on va contester un testament, parce qu'on va considérer, j'en sais rien, il y a des histoires sans fin. Peut-être que vous en avez dans vos familles, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous sentez un peu ce que ça... Est-ce que vous concrétisez un petit peu plus des qualités qu'il faut avoir ou vous dites, alors vraiment, ce qui est bien aussi de vous dire, ah non, surtout pas faire ça, c'est horrible. Ça, c'est une possibilité. Hein. Vous ne savez pas, vous êtes alors là plus perdu que jamais. Zut, j'aurais pas dû venir. Non, Ah. vous avez réussi votre mission. Ah, je sais pas quelle était ma mission. Ma mission, c'était de vous parler de la magistrature avec passion, parce que je demeure, bien que voilà, là, j'exerce plus, mais je vous dis, je pourrais, je suis toujours, je me sens toujours prête à dès qu'il y a un dossier, dès qu'il y a une affaire, voilà. Par exemple, pour revenir sur l'affaire Marine Le Pen, beaucoup de gens me disent, qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas. Je pense pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu le dossier qui doit faire des kilomètres de papier, des piles et des piles et des piles. Je n'ai pas lu le jugement avec une motivation. Ce qu'en a dit la presse, sa motivation, elle me dérange. Ce qu'en a dit la presse, attention, hein, l'ordre public troublé et le risque de réitération, il faudrait vraiment qu'elle soit débile mentale, la Marine, là, pour recommencer à faire un truc qu'elle dit ne pas avoir fait en plus. Enfin bref. Non, mais quand on n'a pas vu le dossier, vous voyez, il faut faire très attention. On a un rapport fait par les médias. Et Dieu sait si, alors là, j'ai entendu plein de trucs dans tous les sens. Donc, il faut faire très attention. Mais... vous voyez, même dans un dossier comme ça, c'est sûr que le magistrat, vous imaginez, les centaines de pages de jugement qu'il faut rédiger et motiver, sachant que, on peut dire quasiment la France entière va essayer de savoir pourquoi elle a rendu cette décision, ce qu'il y a dans le dossier, etc. Bon, il y a des gens que ça n'intéresse pas, mais par la force des choses, quand même, on se pose des questions, vous voyez. Donc, est-ce que vous sentez... est-ce que, à la profession d'avocat, oui, peut-être en dire deux mots en parallèle, parce que ce sont des professions quand même qui se côtoient. On travaille avec les avocats, c'est eux qui construisent les dossiers. Hein, donc on a le dossier qui a été fait, ou alors si c'est au pénal, bon, c'est la plaidoirie essentiellement. Dans les autres matières, ce sont des conclusions écrites. Hein, vous savez ce que c'est que les conclusions? Vous savez? Non. Vous êtes déjà... vous êtes en quelle année? Je ne me souviens plus. En troisième année de bachelor. Donc, oui, alors bachelor, parce que c'est l'appellation, parce que si c'est une fac, parce que le diplôme n'est pas reconnu, ou il est... Non, c'est l'équivalent d'une licence, mais juste quand c'est une école privée, on n'a pas le droit d'y prendre. Oui, mais il y a des écoles privées là, j'étais dans le privé, je suis dans le privé, ça s'appelle quand même licence. Ça dépend de la reconnaissance de l'État ou pas. Je ne crois pas. Non, c'est pas ça la différence? C'est vraiment que quand c'est du public, c'est licence, et quand c'est privé... Oui, mais moi dans le privé, j'ai licence aussi. Mais je suis dans le privé, donc j'enseigne aussi à la fac privée, donc je ne sais pas exactement. Je sais pas. Après, moi, je vous avoue que c'est un professionnel qui m'a dit ça dans un salon étudiant. Donc, Mais c'était qui ce professionnel qui s'y connaissait rien? c'était dans un stand justement de public, enfin de fac en fait. Non, c'est sûr ce que je vous dis, parce que moi j'ai fait 3 années de licence, j'ai été invitée la semaine dernière justement à la célébration fin de licence, mais dans le privé pur. Après, c'est possible. Donc je ne sais pas, je cherche la différence. Ouais. Des écoles qui appellent licence ou master. Parce qu'on dit plutôt licence, et c'est vrai que le bachelor, c'est plus une appellation anglaise, peut-être, non? C'est l'équivalent d'une licence en fait. C'est ça, donc vous avez déjà le niveau de la licence, vous terminez là la licence? C'est ça. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, alors l'avocat, c'est sûr. Alors, quelqu'un veut passer éventuellement le CRFPA, qui est quand même d'un bon niveau. Puis vous avez ensuite 2 années d'école sur la région parisienne. Donc, c'est l'EFB,
hein, et puis les DAC, où j'enseigne, donc vous pouvez venir. Enfin non, je veux dire, peut-être pas encore, mais bon. Non, enfin, l'enseignement, c'est particulier, hein, c'est des exercices de plaidoirie. Je fais aussi, alors ce qui est très intéressant, alors là, il y a beaucoup de candidats pour venir à ce truc, c'est la reconstitution d'un procès d'assises. Donc moi, je préside la cour d'assises, et puis tout le reste, ce sont des élèves avocats, hein, qui jouent le rôle des assesseurs, qui jouent le rôle du parquet général, de l'accusé, des victimes, des témoins qui sont entendus. On fait vraiment une reconstitution pendant 2 jours d'une belle affaire. C'était un homme qui a tué sa maîtresse, qui avait quitté son mari. C'est pas le mari qui tue la femme, c'est l'amant qui tue la maîtresse. Vous voyez, c'était un peu particulier. Et on n'arrive pas. Enfin, c'est un dossier intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment le mobile. Vous voyez, c'est. Il l'a étouffée comme elle gémissait. Pour qu'elle arrête de gémir, il lui a mis un oreiller sur la tête. Elle a fini par mourir. Bon, voilà. Quand on veut vraiment tuer, on y arrive, hein, au bout d'un moment. Bon, je vous ai raconté des histoires horribles. Vous allez tous faire des cauchemars. Non, je pense que vous entendez des choses assez atroces. Mais il faut savoir aussi, c'est ça, que la vie judiciaire, elle vous plonge dans la vie. Il n'y a pas que le pénal où on voit des choses atroces. Je trouve que, par exemple, dans les affaires, on a parlé des affaires matrimoniales, hein, les affaires familiales, pardon, il y a des trucs, des comportements sur un plan humain. Je me rappelle un dossier, j'étais à l'époque à Châlons-en-Champagne, et donc un couple divorce, bien pour divorcer. Et la femme donc arrive dans mon bureau et elle commence à pleurer. Bon, c'est un peu compliqué toute la journée, les gens pleurent. Bon, en même temps, moi j'ai une certaine empathie, ma pauvre dame, nana, que se passe-t-il? Bon. Et la pauvre dame était une femme très jeune, hein, qui avait peut-être 25, 26 ans, 2 enfants en bas âge, 2 ans et 3, 4 ans, j'en sais rien. Elle était partie en vacances avec son cher mari, dans un camping, et le mari flash sur une autre nana qui faisait du camping, et qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne femme et enfant dans le camping, il part avec la nana. Bon, très bien, enfin très bien. C'était un peu fort quand même, mais pour montrer quand même la violence du comportement, déjà c'est violent, il vient dans la salle d'attente du juge avec sa maîtresse, sa nouvelle nana, donc là, et il l'embrasse à pleine bouche devant la femme. Attendez, moi je suis désolée, mais c'est pas être psychorigide, mais il y a quand même des principes de respect des autres, de l'autre, de la mère de ses enfants. Donc moi, comme je ne suis pas quelqu'un qui ait peur, je suis retournée dans ma salle d'attente et j'ai dit au bonhomme, j'ai dit, qui est monsieur Untel? Bon, alors monsieur, très bien, vous allez venir dans mon cabinet. Et madame, la nouvelle maîtresse, là, vous allez sortir du tribunal et même sortir de la ville. Ça arrangerait tout le monde. Je peux vous dire ça. Non mais, il y a de temps en temps, les gens, ils ont besoin un peu d'électrochoc, vous voyez ce que je veux dire, pour remettre leurs idées d'aplomb et savoir un peu comment se comporter. Enfin, je suis désolée, on ne fait pas ça. Bon, abandonner femmes et enfants, d'accord, mais alors en plus, venir offrir le spectacle de l'amour fou à la femme abandonnée, je ne sais pas, il y a des limites. Et vous voyez, tout ça, ça vous fait vivre des situations quand même assez violentes quand même. Et c'est pas forcément du pénal, ça, c'est pas du tout du pénal. Alors, je ne sais pas à quelle heure il est, je parle. Je commence à avoir un peu la voix qui se casse. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, peut-être besoin que je vous communique mon adresse mail, si vous voulez peut-être me poser des questions que certains ne m'ont pas posées. Je fais un petit tour de table, ça vous a un petit peu appris des choses? De table, de salle, parce qu'il n'y a pas de table, enfin il y a des tables. Oui? J'ai 2 questions. Ah, très bien, je vous en prie. Qui sont distancielles, si je peux les poser. Si vous avez encore un peu de voix. Je vous en prie. J'ai une question de Camille qui dit: Bonjour Camille. Que pensez-vous de la création du nouveau tribunal des activités économiques? Intérêts et conséquences éventuelles sur la compétence du TJ et du TC? Mais attendez, là, la question, la section économique financière, elle est très ancienne, elle n'a pas été créée, elle vient pas d'être créée. Je pense qu'elle m'entend, hein, c'est bon, c'est pas nouveau. Le TC, comme elle dit, c'est le tribunal correctionnel qui fait partie du TJ, comme elle dit, le tribunal judiciaire. Hein, vous savez que le tribunal judiciaire a remplacé il n'y a pas longtemps, 3-4 ans, le tribunal de grande instance. Vous êtes topissime. Et donc, non, c'est pas récent. Mais de toute façon, ça va dans le sens d'une spécialisation de juges spécialisés en matière économique et financière. Donc en général, c'est quand même une bonne chose. Plus on est spécialisé, plus on est compétent. Oui, moi j'ai été longtemps spécialisée dans les affaires d'agression sexuelle et de violence sur mineurs. C'est sûr qu'au niveau psychologique, là plutôt, vous voyez, il y a des discours d'enfants qui sentent le vrai. Oui, et l'autre question? Et l'autre question de Elena: pensez-vous qu'il soit préférable de faire une prépa avant de passer le concours de l'ENM? La recommander? Non. Non. Je dis non.
préférable, non. Je pense qu'il faut travailler très bien toutes ces années de licence, de master. Il faut vraiment, et vraiment le conseil que je donne, c'est certainement pas de travailler un partiel la veille du partiel. Ça, c'est catastrophique, hein, parce que alors là, vous avez le cerveau complètement... si vous travaillez régulièrement, si vous vous intéressez à l'actualité judiciaire, voilà les conseils que je donnerais. Mais un travail régulier. Vous sortez d'un cours magistral, vous apprenez votre cours, vous relisez votre cours. Parce qu'il y a des étudiants aussi qui, je pense, travaillent le cours, mais qui ont tellement mal pris leurs notes, que le résultat, c'est la cata. Donc, un travail régulier et sérieux, pendant les 4 années, si vous voulez. Une préparation au concours, avec quand même la partie culture générale, il faut s'intéresser. Enfin, moi je donne le coup des infos, vous voyez, de regarder les journaux d'infos en continu. Alors évidemment, pendant une semaine, on n'entend parler que de Marine Le Pen. Il y a un tremblement de terre en Birmanie, on s'en tape. Non mais c'est vrai, on en a à peine parlé. Il y a d'autres affaires, il y a d'autres problèmes qui ont eu lieu, d'autres affaires judiciaires peut-être plus intéressantes encore. Mais on ne nous parle que de ça. Cette semaine, de quoi nous parle-t-on? Parce que là, je crois qu'aussi, il y a c'est un peu plus... Ah, si, il y a encore un truc, un thème, je ne sais plus lequel, à force que ça revienne un peu de manière... bon, voilà. Voilà, très bien, Trump, oui, tout à fait. Oui, parce que alors du coup, Trump... Oui, tout à fait, merci. Voilà, alors d'un seul coup, Trump, c'est droit de douane. Bon, mais du calme, hier, les bourses, paf, elles dégringolent, aujourd'hui, boum, elles rebondissent, parce que, c'est variable. Hier soir, Trump a dit, ça peut se négocier. Il suffit qu'il dise ça pour que d'un seul coup, les bourses... remonte. Non mais, vous avez raison, oui, voilà, ça va être Trump. Alors après, voilà, alors c'est un peu le problème. Donc il faut zapper, il faut aller sur d'autres chaînes, il faut regarder plusieurs. Ça, faites-le, je vous en supplie. Je n'ose pas vous demander si vous lisez beaucoup. Vous lisez? C'est amusant parce que vous me rappelez de mes étudiants de Reims. Oui, physiquement, vous les recevez beaucoup. Et il faut lire, il faut vous intéresser. Tout ce qui peut sortir, enfin voilà. Alors, est-ce que vous voulez me dire quelque chose, monsieur? Vous n'avez pas beaucoup parlé. Est-ce que vous avez appris un petit peu des petites choses? Je n'ai pas beaucoup de questions, mais je vous avais croisé à la masterclass. Ah oui, on s'était croisés. J'étais avec l'avocat, mais moi, je n'avais pas pris la parole, là. Oui. Voilà. Ah, vous vous rappelez de moi, c'est bien, c'est gentil. Vous étiez aussi? Oui, on était assises à côté. Ah, bah écoutez. Ah ben oui, c'est toujours comme ça, parce que si vous voulez, moi, à force de croiser des étudiants, mais je me rappelle de vous, monsieur, vous y étiez aussi. Mais c'est différent. Non, mais ce que je veux dire, c'est, vous savez, je passe de l'EDAC à la fac, et à force de voir tellement de gens, que effectivement, oui, peut-être qu'on était, mais parce qu'on était tous devant, côte à côte, d'accord. Vous avez, madame, des choses à dire, à ajouter, vous, madame? Moi, j'avais une question justement sur l'impact médiatique sur les affaires judiciaires. Une cata, hein. Est-ce que vous êtes sereine justement ou est-ce que vous êtes influencée justement? Non, excusez-moi, j'ai eu à traiter d'affaires très médiatisées, mais ça vous dira rien. Ça touchait le monde du foot. Alors là, c'est de l'hystérie, pas possible. C'était un joueur de foot du Paris Saint-Germain. Ça vous dira rien, c'est trop ancien. Mais c'était un joueur de foot qui s'appelait Patrice Loco. Ça vous dit quelque chose? Oh, mais vous êtes incroyable. Et donc le fameux Patrice Loco, qui était un type en réalité, qui était au Paris Saint-Germain, mais qui était vraiment un type très tous les gamins, quand ils savaient que j'avais Patrice Loco dans mon cabinet, je devenais une star, si vous voulez. Mais il y avait vraiment une médiatisation, mais c'était incroyable. Surtout moi, le foot, alors là, ça m'intéressait pas du tout. Et si vous voulez, il faut vous dire que vous avez cette folie autour de vous, éventuellement. Le journal L'Équipe publiait mes dates de vacances. Mes allées et venues étaient ressorties. Non, mais des trucs complètement débiles. Enfin bon, j'avais des copains qui me disaient, on sait quand t'es parti en vacances dans l'avion, j'ai vu dans le journal que t'avais pris tes vacances de telle date à telle date. C'est pour vous dire, bon, ça c'est pas très important, mais quand même, ce qu'on racontait sur Patrice Loco, qu'il avait pris de la coke, enfin, rien de tout cela en réalité. Alors, ce qu'il avait fait, c'était des faits vraiment n'importe quoi. Il avait sorti son sexe en se faisant passer pour le roi du foot, du stade, je ne sais plus quelle expression il employait, alors que c'était un type tout à fait charmant, tout à fait humble. Vous voyez, ça n'avait rien à voir. Bon, il avait ce que les gens ne savaient pas, ce qui n'était pas du tout dans les médias. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les médias n'ont que certaines parties d'infos. Et en réalité, le problème, le drame qu'il avait vécu, c'est qu'il avait un enfant qui était mort, pas longtemps avant. Et vous voyez, on va vous raconter des tas de choses, on va inventer, on va broder. Et donc, quand vous êtes dans votre cabinet, vous avez le dossier. Vous avez la vérité. Enfin, la vérité du dossier, enfin, les éléments du dossier. Et donc, l'agitation médiatique, bof, ça vous passe, c'est quand même, voilà, c'est quelque chose de tout à fait, je ne sais pas comment vous dire, vraiment extérieur.
Vous voyez, et ça, il faut le vivre pour bien le comprendre. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, d'un seul coup, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que toute cette folie médiatique, pouf, elle retombe très vite. Marine Le Pen, cette semaine, on n'en parle plus. On sait à peine qu'elle existe. Non, mais c'est vrai, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans 2 semaines, ça sera encore pire. Dans peu de temps, les membres de son parti diront qu'elle était complètement coupable. Je ne sais pas. Non, mais tout peut évoluer. Vous voyez, il y a une période où, boum, on rentre dans des rails. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose, peut-être? Non? C'était plus intéressant que votre portable ou pas? Non, vous n'êtes pas obligé de dire ça. Il n'y a pas d'autres questions là-bas du côté... Non. À l'instant. Ah, à l'instant. Alors, En tout cas, merci de votre présence. Oui? alors, du coup, s'il vous plaît, est-ce que la désignation des magistrats du parquet par le pouvoir exclusif ne porte pas atteinte au principe de l'indépendance? Alors, d'abord, le pouvoir exclusif, c'est quoi? C'est le pouvoir... les magistrats du parquet sont désignés... Non, ils sont désignés... Attendez, ils sont... Il y a un pouvoir hiérarchique, effectivement, qui... L'indépendance, elle n'existe que pour les magistrats du siège, pas pour les magistrats du parquet, qui, effectivement, sont aux ordres, quelque part, du garde des Sceaux, si vous voulez. Il n'y a pas d'indépendance, hein, en fait. Voilà. Donc, il y a des petites mises au point à faire sur l'organisation judiciaire. Alors, en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que donc, vous avoir apporté quelques éléments d'infos, vous avoir intéressé, et puis que peut-être nous nous retrouverons dans un cours, je ne sais pas, d'ici quelques temps. En tout cas, j'ai postulé, nous verrons bien quelles sont les disponibilités. Je crois qu'il n'est pas loin de 20 heures. En tout cas, oui, merci d'être venu, parce que c'est en fin de journée, vous êtes très courageux. Vous avez des cours demain? Vous avez des cours? Non? Oui. Tout le monde a des cours? Non, c'est la fin des cours, de toute façon, là. Oui? Ah, pardon, alors c'est Demortière en minuscule, c'est très bien, D-E-M-O-R-T-I-E-R-E, point Anne, avec 2 N, arobase gmail.com. Donc vous ne vous gênez pas, voilà, vous me dites simplement que vous êtes d'Institut supérieur du droit, mais ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez une question, n'importe, je vous répondrai avec plaisir. Hein, ça peut permettre effectivement, si vous posez, enfin je ne sais pas, il y a des choses, parce que c'est très difficile en aussi peu de temps hein, de parler d'un métier qui est aussi diversifié. Oui, ici une dernière chose que je voulais quand même vous dire, c'est que si vous commencez votre carrière, vous êtes par exemple juge d'instruction, mais vous n'êtes pas obligé de rester juge d'instruction toute votre vie. Vous pouvez très bien devenir substitut procureur de la République, ou vous pouvez devenir juge des enfants, ou devenir juge aux affaires familiales. Vous pouvez changer de fonction. D'où la diversité qui fait que finalement, vous n'exercerez pas toute votre vie le même métier. D'accord? Bon, donc vous habitez tous Paris sinon? Non? Plus ou moins? Ben non, il y en avait une à Mantes-la-Jolie, là. Elle croyait que je n'allais pas connaître Mantes-la-Jolie, c'est pas loin de Versailles. Vous, monsieur, vous habitez loin? Pas du tout. J'habite dans Paris, donc ça va. Ah bah oui, mais Paris c'est grand quand même. Hein. Et surtout qu'hier, il y a eu un incendie, dites donc à côté du tribunal. Oh, quand j'ai vu l'incendie, je me suis dit, est-ce que le tribunal va brûler? Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions particulières, mais vous pouvez m'en poser, n'hésitez pas. On va peut-être lever la séance. Merci d'avoir posé des questions, merci d'être là. Et peut-être à bientôt. Je peux enlever mon attirail là?